Dans le monde du Murim, il y a un dicton souvent utilisé lorsque des choses absurdes se produisent, c'est la loi du Murim. Cette expression est devenue un mème sur Internet, signifiant que seuls les forts peuvent survivre. Une employée de bureau aimait beaucoup cette phrase. Chaque fois qu'elle lisait que le protagoniste d'un roman de Murim utilisait cette loi pour fracasser le crâne de ses ennemis, elle ressentait une immense satisfaction. N'importe quel adulte dans la société moderne a sûrement ressenti cela au moins une fois. Au bureau, son supérieur lui a soudainement confié une pile énorme de documents, exigeant qu'elle les termine aujourd'hui même. Dans son imagination, elle lui assénait une paume dévastatrice au visage pour venger tous les employés. C'étaient les moments au travail où elle avait l'impression de pratiquer la loi du monde des arts martiaux. Soudain, son supérieur lui a demandé si elle avait fini de lire tous les romans de Murim qu'il lui avait recommandés, et elle a répondu par l'affirmative. Il l'a complimentée, tandis qu'elle riait nerveusement, pensant en secret que son évaluation de performance dépendait entièrement de lui. Alors que son supérieur se réjouissait d'avoir trouvé quelqu'un partageant ses goûts, elle pensait que seul lui était en train de rire. Même si elle les lisait pour plaire à son patron, elle devait admettre qu'ils étaient vraiment très intéressants. Dans ces histoires, les personnages semblaient tout dédiés aux arts martiaux. Mais chacun d'eux avait sa propre vie, son amour et sa romance. Parfois, ils sacrifiaient même leur vie pour protéger leurs camarades. Elle rêvait secrètement de vivre une telle vie, ne serait-ce qu'une fois. C'est ce qu'elle pensait, jusqu'à ce qu'une voix retentisse, lui rappelant d'aller faire la lessive car elle était trop distraite. « Oui, j'y vais tout de suite », répondit-elle, mais au fond d'elle, elle ne voulait absolument pas devenir un personnage secondaire anonyme dans un roman de Murim. Une autre servante l'accompagnait et l'a averti que le déjeuner d'aujourd'hui serait encore un tonique, la faisant se plaindre en secret de sa secte spécialisée dans l'empoisonnement de ses subordonnés. C'est vrai, elle était maintenant devenue une telle servante. Elle était devenue une subordonnée du clan Tang, la première secte du poison. Dans son nouveau corps, elle réalisa avec désespoir qu'elle avait transmigré dans un clan dérangé. Le clan Tang était un clan complexe, ils pouvaient être des alliés fiables. Mais quand ils étaient contre vous, ils étaient des ennemis rusés qui ne reculaient devant rien. C'était un clan d'arts martiaux se tenant à la frontière entre la voie juste et la voie démoniaque. Leurs armes étaient les poisons et les armes cachées, un clan qu'elle n'avait jamais apprécié en lisant des romans. Et pourtant, parmi d'innombrables endroits, elle avait transmigré précisément au sein du clan Tang. Pire encore, elle avait intégré le corps d'une servante spécialisée dans la lessive. Une autre servante la réveilla, lui annonçant qu'il était l'heure de travailler, le 3e jour depuis sa transmigration. Elle pensait avec amertume qu'elle était passée d'une esclave d'entreprise à une véritable esclave, forcée de travailler sans relâche. Alors qu'elle se lamentait sur les règles morales du monde des arts martiaux, l'autre servante a ironisé sur le fait qu'une laveuse n'avait pas besoin de moralité. Cette personne l'a appelée Songji et lui a rappelé de laver le linge dans la zone désignée. Songji s'est plainte que le linge était trop nombreux et lourd, mais l'autre servante a insisté, car les anciens du clan Tang étaient très sensibles. L'autre servante a entraîné Songji, tandis qu'elle s'inquiétait de ne pas encore connaître tous les chemins et de se perdre. Soudain, cette personne s'est souvenue et a transmis l'ordre de l'intendant général, lui demandant de se rassembler au bureau du clan avant midi. Songji a acquiescé et est partie seule. Elle pensait en secret qu'habituellement, lorsqu'on transmigrait, on savait immédiatement dans quelle histoire on se trouvait, mais elle était complètement perdue. Sans argent, sans pouvoir, et sans soutien, elle sentait qu'elle était vraiment fichue. Au milieu du désespoir, elle se demanda si elle pourrait survivre. Alors qu'elle marchait, elle s'est soudainement arrêtée et a levé les yeux, sentant que quelque chose n'allait pas. Portant le baquet de linge, Songji se demanda, confuse, pourquoi elle ne trouvait pas la zone de lessive. Elle marmonna en se remémorant les instructions, en sortant du hall et en tournant à gauche, elle verrait un saule. Soudain, elle trébucha, faisant tomber tout le baquet de linge par terre. Assise au milieu du désordre, Songji pensa avec désespoir qu'elle ne s'attendait pas à se perdre sur son lieu de travail. Une voix retentit derrière elle, lui demandant où elle allait, faisant sursauter Songji qui leva la tête. Elle vit un enfant vêtu d'une luxueuse robe verte et devina que ce n'était pas un serviteur. Soudain, les deux mots robe verte firent Songji stupéfaite en réalisant leur signification. Dans ce clan, la robe verte n'était pas quelque chose que n'importe qui pouvait porter. Seuls les artistes martiaux reconnus par le clan Tang avaient cet honneur. Comprenant que la personne devant elle avait un statut plus élevé, elle s'empressa d'expliquer qu'elle s'était perdue en allant faire la lessive. Cette personne la traita carrément d'idiote, ce qui fit Songji enrager en secret contre l'attitude des gamins du clan Tang. L'adolescent dit qu'une idiote qui ne connaissait pas son chemin ne savait pas non plus qui elle était, puis lui ordonna de le suivre. Songji ramassait ses affaires en marmonnant que même les enfants de ce clan n'avaient aucune étiquette. Elle suivit silencieusement l'adolescent, à travers les couloirs et les cours intérieurs. Cette personne s'arrêta et pointa du doigt devant elle, ici, faisant Songji réaliser avec stupeur que la zone de lessive était juste devant elle. Admettant en secret qu'elle méritait d'être traitée d'idiote, elle s'inclina pour remercier le jeune maître. L'adolescent l'avertit de mémoriser rapidement le chemin, sinon elle n'aurait même pas de bouillie à manger. Avant de partir, cette personne se retourna et lui demanda son nom. Songji s'apprêtait joyeusement à répondre « Ah, mon nom est ».
Mais elle s'arrêta soudain, paniquée, réalisant qu'elle ne connaissait pas son propre nom après 3 jours dans ce monde. Sonji répondit maladroitement que son nom n'était pas digne d'être mentionné au jeune maître. Les yeux bleus du jeune maître se plissèrent, révélant un regard scrutateur. Il lui dit résolument de partir, ce à quoi Sonji répondit avec joie. Elle s'éloigna rapidement, pensant qu'elle devait partir avant d'être interrogée à nouveau. Depuis la branche d'un arbre, un autre homme en robe verte avait observé toute la scène. L'homme sauta, et le nom du jeune maître fut révélé comme étant Jin Myung. L'homme répondit, « Vous m'avez appelé. » Gun Myung l'appela par son nom, ancien Tang Yung. Jin Myung demanda à l'ancien qui était la femme qu'il venait de voir. L'ancien Tang Yung hésita avant de donner son avis. Il pensa que la jeune femme semblait n'être qu'une servante ordinaire. Mais Gun Myung ne pouvait toujours pas se débarrasser de ses doutes à son sujet. Pendant ce temps, dans une autre partie de la famille Tang, Sonji soupira d'exaspération devant la tâche de lessive qui ne finissait jamais. Soudain, elle fut surprise de voir une scène étrange. De nombreuses servantes se rassemblaient, l'une d'elles la pressa, l'appelant Soye, et lui dit de se dépêcher d'aller à Gwanggaewon. La servante prit la main de Soye, lui disant de rester près d'elle. Une fois en rang, elle demanda à voix haute si tout le monde était présent. Les servantes répondirent à l'unisson à un homme appelé l'intendant, qui se tenait sur une estrade. À côté de lui, une gestionnaire regarda la foule et remarqua une personne suspecte en robe verte, bien qu'elle ressemblât à une servante. Soye pensa en elle-même qu'elle ne voyait pas ce qu'il y avait d'excitant. Quelle que soit la réunion, son rôle de servante l'obligeait toujours à se rendre à la buanderie. Soudain, elle remarqua une présence familière. Elle se demanda avec inquiétude pourquoi ce jeune maître continuait de venir à cet endroit. Soye prit la parole, estimant qu'une personne importante comme Gun Myung ne devrait pas fréquenter cet endroit, mais il répondit qu'il n'y avait aucun endroit dans la famille Tang où il ne pouvait pas aller. Gun Myung lui demanda si elle allait bien. Soye répondit honnêtement que ce travail était très difficile. Il remarqua qu'elle semblait aller bien, mais elle insista sur le fait que c'était très difficile. Gun Myung fit remarquer avec surprise qu'elle avait des vêtements imprégnés d'un poison mortel et qu'elle était toujours indemne, alors qu'une personne ordinaire serait en danger de mort au simple contact. Soye fut stupéfaite, n'en croyant pas ses oreilles en entendant les mots poison mortel. Elle demanda paniquée pourquoi il ne le disait que maintenant. Gun Myung répondit que comme elle manipulait le poison avec tant de désinvolture, il avait pensé qu'elle était au courant. Tremblante en regardant ses mains, Soye demanda avec effroi si elle allait mourir et si elle avait besoin d'un antidote. Gun Myung la rassura calmement en disant qu'elle allait parfaitement bien et qu'elle n'avait pas été empoisonnée. Il expliqua en outre que, plus important encore, il ne lavait jamais les vêtements contaminés par le poison, mais les brûlait. Il posa une question insidieuse, pourquoi quelqu'un lui donnerait-il à laver des choses qui auraient dû être détruites? Soye répondit, confuse, qu'elle ne savait pas. Gun Myung esquissa un sourire narquois, disant que la réponse n'était-elle pas déjà trop évidente? Il conclut froidement que quelqu'un essayait de la tuer. Ces mots la frappèrent comme un coup de tonnerre, laissant Soye complètement figée. Elle se demanda désespérément pourquoi c'était elle, et commença à soupçonner que le corps de servante qu'elle venait d'intégrer n'était pas si simple. Gun Myung donna une pichonnette douloureuse sur le front de Soye. Il éclata de rire, disant qu'il plaisantait seulement, car qui voudrait la tuer? Gun Myung suggéra que les autres servantes voulaient peu, être juste la taquiner parce qu'elle la trouvait trop prévisible. Soye réalisa avec stupeur que ce n'était pas une blague, mais un véritable complot de meurtre. Gun Myung dit calmement qu'elle n'avait de toute façon pas besoin d'antidote. Il lui demanda si elle ressentait quelque chose d'inhabituel, et Soye confirma que non. Gun Myung expliqua que dans cette famille, il était très difficile de survivre sans une résistance au poison, car les poisons étaient étudiés directement à l'intérieur du clan. De plus, il était impossible d'empêcher complètement la diffusion des poisons dans l'air. Par conséquent, même les domestiques devaient endurer cet environnement toxique. Ils devaient suivre un entraînement de résistance au poison, qui incluait la prise hebdomadaire d'une dose de tonique empoisonné. Soye se souvint soudain de la terrible boisson qu'elle avait bu la veille, il s'agissait donc d'un poison. Jun Myung lui dit qu'elle n'avait plus besoin d'en boire, puis avoua qu'il était venu la voir uniquement par curiosité pour ses capacités, ce qui laissa Soye un peu déçu. Il lui conseilla d'aller trouver Madame Jin pour signaler que quelqu'un complotait, et Soye obéit en l'appelant jeune maître. Quand Soye partit, Jun Myung pensa en lui-même que la raison pour laquelle il venait constamment la voir était que, il se demanda soudain s'il ne s'était pas inquiété pour elle. Pendant ce temps, Soye écarta les pensées vagabondes et décida de donner la priorité à la lessive. Elle porta le bassin de linge vers l'un des bâtiments principaux. À l'intérieur d'un bureau, Madame Jin et un autre homme travaillaient assidûment. Soudain, Madame Jin leva la tête, ayant senti une odeur étrange, juste au moment où Soye demanda la permission d'entrer. Soye entra dans la pièce, tenant le bassin de vêtements contaminé par le poison, et déclara qu'elle avait quelque chose à rapporter. Madame Jin se leva brusquement, furieuse, et interrogea Soye pour avoir osé apporter du linge non lavé dans le bureau. Soye répondit calmement que c'était du poison d'oléandre, ce qui fit arrêter d'écrire le secrétaire. Le secrétaire leva calmement la tête, disant que, selon le règlement,
Les vêtements contaminés par le poison devaient être traités immédiatement. Madame Jin était stupéfaite et incrédule, mais Soyi affirma que tout le linge lavé récemment avait été empoisonné. Soyi expliqua que, comme personne ne l'avait écoutée, elle n'avait pas eu d'autre choix. Elle baissa la tête, disant qu'elle savait que cette action était impolie, mais qu'elle devait quand même venir ici. Debout au milieu du bureau, Soyi réaffirma qu'elle était venue même en sachant que c'était irrespectueux. Madame Jin se tourna, confuse, vers le secrétaire, l'appelant l'elder commander et blâmant les serviteurs de rang inférieur. L'elder commander se leva, demanda à Soyi de poser le linge et lui demanda si elle avait besoin d'un antidote. Soyi accepta avec joie, tandis que l'elder commander pensa en lui-même que même si le jeune maître avait dit que tout allait bien, il valait mieux être prudent. Il s'approcha et demanda le nom de Soyi. Tout en lui tendant une boîte en bois, il l'entendit répondre que son nom était Soyi. L'elder commander répéta le nom Soyi d'un air pensif. Il se demanda en lui-même quelle serait la réaction de Soyi à sa question. Après un moment, il dit à Soyi de laisser le linge là et de partir. Il se tourna vers Madame Jin et lui dit qu'il enquêterait personnellement sur cette affaire. Soyi le remercia et s'inclina pour demander la permission de partir. En quittant la pièce, elle poussa un soupir de soulagement car elle n'aurait plus à laver ses vêtements empoisonnés. Mais à peine arrivée à la porte, Madame Jin l'appela précipitamment pour la retenir. Madame Jin la fixa du regard et demanda avec méfiance « Es-tu vraiment Soyi ?» Retenue, Soyi fut déconcertée par la question de Madame Jin. Madame Jin l'interrogea « Es-tu vraiment Soyi, la fille de Shoryon ?» Soyi répondit qu'elle ne connaissait pas ses parents, mais Madame Jin affirma qu'elle ressemblait exactement à Rion. Madame Jin se remémora la mère de Soyi, la plus belle femme de la capitale. Elle prit les mains rugueuses de Soyi et fut peinée qu'elle ait dû vivre une vie difficile. Soyi se sentit mal à l'aise quand Madame Jin reprocha silencieusement au patriarche d'avoir été trop négligent. Madame Jin décida soudainement d'aller immédiatement dans la chambre de Soyi. Elle déclara qu'elle vérifierait elle-même et préparait tout le nécessaire pour Soyi. Soyi admira silencieusement le pouvoir des liens du sang et remercia sa mère qu'elle n'avait jamais rencontrée. Madame Jin bouillonnait de rage en pensant à la façon dont ils avaient maltraité Soyi. Elle fut horrifiée par la pièce exiguë, tandis que Soyi la trouvait plus grande que son ancien appartement. Madame Jin voulut la déménager immédiatement mais ne put pas le faire pour l'instant, ce qui fit Soyi refuser précipitamment. Soudain, elle serra Soyi dans ses bras et promit de la déménager avant minuit. Après avoir dit à Soyi de se reposer, Madame Jin partit. Soyi resta seule dans la pièce, ignorant qu'une autre servante l'observait secrètement. La servante parla soudainement, faisant sursauter Soyi. Elle demanda curieusement à Soyi ce qu'elle avait fait de mal pour que Madame Jin vienne en personne. Soyi la questionna en retour pourquoi elle ne lui avait pas parlé du poison sur les vêtements. La servante nia catégoriquement, disant que c'était Soyi elle-même qui avait affirmé ne pas être affectée par le poison. Soyi était perplexe et ne se souvenait pas avoir dit cela, tandis que l'autre servante pensa en elle-même qu'elle avait perdu la tête. Pendant ce temps, deux autres servantes discutaient qu'il fallait ignorer les méchantes de Xinjiang. La servante aux taches de rousseur continua de blâmer, demandant pourquoi Soyi disait des choses étranges comme si c'était sa faute. Elle joua la victime, reprochant à Soyi de ne pas avoir écouté ses inquiétudes et de la blâmer maintenant. Soudain, elle changea d'attitude et demanda en souriant si c'était pour cela que Soyi était allée voir Madame Jin. Puis elle caressa la tête de Soyi, louant le fait que ces gamines méritaient d'être réprimandées et l'invita à dîner. Soyi se demanda en elle-même quel genre de personne elle était avant sa transmigration. Dans ses pensées, Madame Jin trouva étrange que le patriarche soit mentionné et pensa qu'il était vraiment indifférent. Elle pensa que Soyi préférerait tremper ses mains dans le poison elle-même plutôt que d'affronter tout le monde. Soyi se demanda, stupéfaite, si elle avait vraiment fait cela. Elle réalisa qu'elle avait transmigré dans le corps d'une servante ordinaire. Soudain, une autre servante, l'air arrogant, bloqua son chemin, annonçant que désormais Soyi devrait nettoyer le terrain d'entraînement. Soyi réalisa immédiatement que c'était le gang Shenyang dont l'autre servante avait parlé. Elle leva les yeux vers le groupe qui affichait une attitude condescendante et confirma que c'était bien eux. Soyi pensa en elle-même que puisqu'ils ne pouvaient plus la forcer à laver les vêtements empoisonnés, ils allaient maintenant la pousser vers le terrain d'entraînement rempli de gaz toxiques. En voyant le sourire malveillant de la chef, Soyi ne comprit pas comment les gens pouvaient être si cruels. Elle refusa catégoriquement, déclarant qu'elle ne supporterait pas cela comme l'original Soyi. La chef fut stupéfaite par la résistance, mais Soyi l'interrompit et dit qu'elle allait parler. Soyi commença calmement, « Je comprends que vous ne vouliez pas nettoyer le terrain d'entraînement. » La chef répondit sarcastiquement que la résistance au poison de Soyi était meilleure que la leur et que cet endroit était trop dangereux pour elle. Soyi rétorqua que si l'endroit était dangereux, personne ne devrait être forcé de le nettoyer. La chef du groupe de servantes répondit avec indifférence, « Alors il n'y a pas d'autre choix. » Elle se retourna, déclarant qu'elle enverrait Songji le faire à la place, laissant Soyi stupéfait. Le groupe de servantes expliqua triomphalement que la résistance au poison de Songji étant faible, si Soyi n'y allait pas, l'autre devrait y aller. Soyi serra sa jupe, comprenant soudain pourquoi l'ancienne Soyi avait toujours enduré les brimades en silence. Elle réalisa qu'ils avaient menacé l'ancienne Soyi,
en impliquant Songji dans cette affaire. Dans son esprit apparut l'image de Songji, la seule parente qui avait toujours pris soin de Sohye. Sohye savait que si elle refusait, ils enverraient réellement Songji dans le terrain d'entraînement rempli de poison. Elle dut accepter, je le ferai. Où est le terrain d'entraînement? La chef sourit de satisfaction, louant son attitude. Elle fourra une balai et un jeton d'accès à la cour intérieure dans la main de Sohye. Après lui avoir indiqué le chemin, tout le groupe tourna les talons et partit. La chef n'oublia pas de la menacer, disant que si Sohye gâchait encore les choses, elle en subirait les conséquences. Sohye resta seul, le jeton et le balai à la main, le cœur lourd. Un garde à la porte lui fit un signe de tête, lui demandant si elle comptait entrer. Après avoir vérifié le jeton, le garde lui permit de passer. Sohye hésita devant la porte, se demandant quel genre de poison l'attendait. Passant la porte, elle se retrouva perdue au milieu du magnifique paysage de la cour intérieure. Elle marchait en repensant aux paroles de Songji, qui disait que cet endroit était réservé à la lignée directe et aux personnes de haut rang. Sohye réalisa soudain la nette distinction, la cour extérieure n'étant que la résidence des parents éloignés et des serviteurs. Sohye fut émerveillée par la beauté de la cour intérieure, où des branches de pruniers rouges éclatants exhibaient leurs couleurs. Elle se demanda, stupéfaite, si c'était la saison de pleine floraison des pruniers rouges. Alors qu'elle tendait la main pour toucher une fleur, elle fut involontairement distraite. Une voix sévère retentit soudainement, Tang Geumyong demandant d'un ton sec s'il y avait quelqu'un. Sursautée, Sohye trébucha et perdit l'équilibre. Elle réalisa avec effroi qu'elle tombait vers l'étang de lotus. Juste à ce moment, une paire de bras la rattrapa, et une voix familière résonna, « C'est toi ». Le jeune homme sourit, lui demandant si elle ne connaissait toujours pas le chemin. Sohye leva les yeux, reconnaissant avec confusion son sauveur et s'écriant, « Jeune maître ». Tang Geumyong s'emporta immédiatement, criant, « Jeune maître. Qui essaies-tu d'insulter » Le jeune homme l'arrêta aussitôt, « Geumyong, ça suffit ». L'homme nommé Geumyong s'inclina immédiatement en signe d'obéissance, faisant se demander à Sohye si leur jeune maître était vraiment un noble. Le jeune homme se tourna vers Sohye pour lui demander où elle s'était encore perdue aujourd'hui, et elle répondit qu'elle devait nettoyer le dojo. Apprenant qu'elle devait se rendre au dojo dans la cour intérieure, il remarqua qu'elle était vraiment souvent brimée, puis lui dit de le suivre. Il ordonna à Geumyong de rester, et l'homme d'âge moyen ne put qu'obéir. Geumyong avertit sévèrement que s'il ne se comportait pas correctement, il le corrigerait personnellement, ce qui fit sursauter Sohye, pensant qu'elle avait déjà été très sage. Voyant Sohye hésiter encore, le jeune homme se retourna et lui demanda ce qu'elle faisait qui prenait si longtemps. En chemin, il expliqua que l'endroit où elle venait d'entrer était l'arrière-cour où il résidait. Il lui rappela que c'était un endroit où les serviteurs n'étaient pas autorisés à entrer et sortir à leur guise, faisant réaliser à Sohye qu'aux yeux de Tang Geumyong, elle n'était rien d'autre qu'une intruse. Le jeune homme continua de marcher et dit, « Au fait ». Il demanda avec un demi-sourire, « Tu ne connais vraiment pas le chemin ? Ou fais-tu semblant d'être perdu ?» Sa question laissa Sohye perplexe. Un gigantesque python d'énergie bleue apparut derrière lui, et il dit d'un air grave, « C'est étrange ». À peine eut-il fini de parler qu'il pinça la joue de Sohye et remarqua, « Je ne peux pas voir à travers toi », la faisant crier de douleur. Il continua de spéculer, « Peut être une servante ordinaire. Ou une espionne suspecte », tandis que Sohye grimace encore de douleur. Le cri de Sohye fit sursauter le jeune homme, son visage affichant de la surprise. « Oh non, je n'avais pas l'intention de te faire pleurer », dit-il maladroitement en voyant Sohye s'asseoir par terre en sanglotant. Il tenta d'expliquer qu'il n'avait fait que pincer légèrement, mais Sohye répondit avec colère qu'elle avait tellement mal qu'elle ne pouvait plus respirer. Le jeune homme détourna le visage, marmonnant que même son visage en pleurs ressemblait à Wheon, ce qui était vraiment distrayant. Il se retourna, lui tendit la main et lui demanda si elle pouvait se lever seule. Voyant Sohye toujours assise à pleurer, il soupira, alors il n'y a pas d'autre choix. Il l'aida à se lever et déclara, « Je vais t'emmener moi-même au dojo ». Sohye ne put que lever les yeux. Soudain porté sur son épaule comme un bagage, Sohye fut si stupéfaite qu'elle arrêta de pleurer, balbutiant, « Jeune maître. Ne dis rien. Je vais t'y emmener immédiatement », dit-il avec détermination. Sohye tenta d'expliquer, « Ce n'est pas ça, le balai ». Mais il était trop tard. La scène changea pour un autre endroit, avec des branches de camélia blanc en pleine floraison. Ils étaient arrivés. Il demanda à Sohye si le gâteau était bon et elle hocha la tête pour confirmer. « Alors mange aussi celui-ci », dit-il en lui tendant un gâteau plus grand, et Sohye comprit que c'était une excuse. Elle prit le gâteau et pensa en elle-même qu'elle ne savait pas combien de temps il comptait la nourrir, elle n'aurait probablement plus besoin de dîner. En mangeant une pâtisserie, Sohye pensa en secret que la manche du jeune homme ne différait en rien du chapeau d'un magicien. Marchant derrière lui, elle entendit le jeune homme marmonner encore les menaces qu'il proférait depuis plusieurs jours. Il hurla avec fureur le nom d'un ennemi quelconque, Budaiju. Ensuite, il annonça que Sohye devrait attendre encore environ 1 heure avant de pouvoir nettoyer la salle d'entraînement. Sohye se plaignit en secret de ces misérables qui ne laissaient pas les autres manger correctement. Soudain, un poignard acéré vola droit vers elle. Sohye sentit le danger et tourna immédiatement la tête.
D'un réflexe fulgurant, elle tendit la main et attrapa net l'arme. Le jeune homme fut extrêmement impressionné par son réflexe stupéfiant. Sohi regarda le poignard dans sa main, hébétée, réalisant à peine que c'était une arme. Elle jeta le poignard avec panique et s'écria qu'elle avait failli y laisser sa vie. Le jeune homme sourit et proposa d'examiner sa main. Il prit la main de Sohi tandis qu'elle était encore inquiète. Une énergie bleue et chaude commença à se transmettre de sa main à la sienne. Sohi sentit une étrange sensation se répandre dans tout son corps. Le jeune homme expliqua qu'elle était très sensible au chi et pourrait rapidement développer sa force interne. Avec un sourire radieux, il lui proposa inopinément de lui enseigner les arts martiaux. Sohi fut complètement stupéfaite par cette offre incroyable. Elle se demanda en secret si ce jeune maître était conscient de ce qu'il disait. À ce moment précis, Tang Geunmyeong apparut et cria, l'accusant de tromper le jeune maître. Tang Geunmyeong critiqua bruyamment le fait qu'un adolescent prenne un disciple, mais Sohi déclara fièrement qu'il était son maître. Au fond d'elle, elle paniqua, pensant que cette action avait brisé toutes les règles du monde des arts martiaux. Remarquant son expression, le jeune maître fit remarquer qu'elle semblait avoir beaucoup de choses en tête. Sohi était mal à l'aise, essayant de détourner la conversation vers sa recherche du poignard jeté. À ce moment-là, un jeune artiste martial apparut et salua respectueusement le jeune maître. Le jeune maître se qualifia malicieusement de vieil homme, ce qui fit que l'artiste martial le salua précipitamment comme aîné. Au fil de la conversation, Sohi apprit que le nom de l'artiste martial était Bukyong, et que le jeune maître était en fait l'aîné Dangbyung. Elle fut pétrifiée en réalisant la véritable identité de celui qu'elle venait d'accepter comme maître, un aîné de la famille Tang. Les souvenirs affluèrent, elle se rappela les informations du roman, confirmant qu'il s'agissait bien du légendaire roi du poison Dangbyung, rajeuni. Dangbyung rassura Sohi, tandis qu'elle acceptait peu à peu le fait d'avoir transmigré dans le monde du livre. Alors que Bukyong s'apprêtait à interroger Sohi sur son identité, Dangbyung l'interrompit. Dangbyung annonça soudain qu'il envisageait d'adopter Sohi comme sa fille. Cette déclaration laissa Sohi et Bukyong stupéfaits et sans voix. Dangbyung demanda simplement, avec désinvolture, si un vieil homme n'avait pas le droit d'être sentimental. Bukyong tenta de protester, arguant que Sohi n'était qu'une servante ordinaire et que cette décision était trop soudaine. Dangbyung expliqua que c'était précisément parce qu'elle n'était pas du lignage de la famille Tang qu'il voulait l'adopter. Il dit qu'il était seul et demanda à Bukyong de transmettre un message à quelqu'un nommé Muyuk, puis Bukyong se tourna pour demander le nom de Sohi. La jeune fille répondit doucement que son nom était Sohi. Dès qu'il entendit le nom, Dangbyung montra immédiatement de l'intérêt et demanda sa signification. Il la soupçonna même d'être la plus jeune fille de Muyuk, laissant Sohi complètement perplexe et ne comprenant rien. En réponse à la question de Dangbyung, Sohi répondit qu'elle ne savait pas qui étaient ses parents. En entendant cela, Dangbyung accepta qu'il s'était trompé. Il se demanda ensuite pourquoi quelqu'un vivant au sein de la famille Tang ne connaissait pas le nom du patriarche, et demanda si elle était nouvelle dans le service. Sohi pensa en secret que c'était tout à fait exact, car elle n'avait transmigré ici qu'une semaine auparavant. Dangbyung l'invita alors à sa résidence pour prendre le thé, mais Sohi y refusa, disant qu'elle devait encore nettoyer le terrain d'entraînement. Immédiatement, il ordonna à Bukyong de le faire à sa place, le laissant stupéfié. Sous le regard sévère de l'aîné, Bukyong accepta l'ordre à contre-cœur. Sohi tendit maladroitement le balai à Bukyong, s'excusant en secret car elle n'avait elle-même aucune autorité. Ils se dirigèrent ensemble vers un magnifique bâtiment, la résidence de Dangbyung. À l'intérieur se trouvait une pièce remplie de livres et d'objets précieux. Dangbyung dit à Sohi de s'asseoir et ajouta que, malgré son apparence jeune, il avait ses propres règles. Il lui demanda si elle savait préparer le thé, et Sohi répondit honnêtement que non. Dangbyung dit doucement que ce n'était pas grave, et qu'il lui apprendrait, lui promettant même quelques feuilles de thé à emporter. Il tendit à Sohi une tasse de thé chaud, et elle l'accepta poliment. Dès qu'elle prit une gorgée, Sohi réalisa que c'était du thé mangjing, un thé rare que 10 ans de salaire ne pourraient acheter. Consciente de la valeur de ce qu'elle venait de boire, elle fut si étonnée qu'elle recracha le thé. Dangbyung proposa nonchalamment, « Deviens mon disciple, et tu pourras boire ce thé à tout moment. » Face à l'hésitation de Sohi, il fit remarquer que son caractère semblait plus fort que son apparence. Il continua à lui faire des offres alléchantes, il la nourrirait bien, lui donnerait une allocation généreuse et la protégerait des autres serviteurs. Sohi répondit avec embarras que c'était un grand honneur, mais qu'elle n'était qu'une servante ordinaire. Dangbyung sourit d'un air acéré et demanda, « Alors, tu me refuses ?» Sohi expliqua, paniqué, qu'elle craignait de ne pas être assez douée, mais Dangbyung décida joyeusement à sa place. Il lui dit de se reposer aujourd'hui, ce qui fit demander à Sohi, perplexe, si ce n'était que pour aujourd'hui. Dangbyung lui recommanda qu'à partir de demain, elle travaillerait comme d'habitude mais devrait venir le voir à la fin de leur chaîne. Sohi pensa en elle-même, résignée, qu'il avait décidé qu'elle apprendrait les arts martiaux. Il lui dit aussi de bien dîner pour grandir, mais elle pensa en elle-même qu'il n'était pas si grand non plus. La scène se déplaça vers la résidence de Dangbyung au coucher du soleil. Sohi s'inclina pour demander la permission de partir, ce que Dangbyung accepta. Immédiatement après, un homme nommé Jeunmyeong s'approcha.
Tang Yung interrogea Jeon Myung sur les résultats de son enquête. Gun Myung rapporta que So-hee était une orpheline, ce qui fit penser à Tang Yung que ce n'était qu'une coïncidence de nom. Il se remémora que personne ne pouvait survivre après avoir ingéré le Actinong, et que cette mère et sa fille étaient vraiment têtues. Jeon Myung continua de rapporter que So-hee possédait une résistance innée au poison et qu'elle était ostracisée en raison de son apparence remarquable. Il souligna qu'elle avait eu des comportements étranges au cours des 7 derniers jours. Tang Yung réfléchit, réalisant que cette période coïncidait avec le moment où il l'avait rencontrée. Il pensa soudain que c'était précisément le moment où il avait croisé cet enfant. Tang Yung commença à douter, se demandant si elle n'était pas une assassin, et Gun Myung proposa d'enquêter sur le masque de déguisement. Il ordonna froidement à Jeon Myung de suivre le plan. Tang Yung se demanda s'il avait trouvé une gemme cachée ou une gemme empoisonnée. Finalement, il décida qu'il devrait vérifier par lui-même pour découvrir la vérité. La nuit tomba sur le clan Tang. En marchant, So-hee soupira de fatigue après une journée pleine de rebondissements. Elle ne pouvait pas croire que ce mignon jeune maître était en fait un vieux monstre et qu'elle était maintenant son disciple. So-hee maudit sa malchance d'être tombée dans ce monde terrifiant et d'avoir naïvement cru que Tang Yung était un enfant. Qui aurait pu deviner que ce visage appartenait au grand aîné du clan Tang? Malgré tout, elle se sentit quelque peu réconfortée de savoir enfin dans quel roman elle avait transmigré. C'était Namgung Shona, le premier roman de Wuxia que la gérante lui avait recommandé. L'intrigue n'avait rien de spécial, commençant par la victoire du protagoniste au grand tournoi d'arts martiaux pour la jeune génération. Ensuite, il voyagea à travers le monde pour restaurer le clan Namgung et en devint le chef, faisant résonner la réputation de l'escrime Namgung dans le monde entier. Grâce à ses réalisations, les gens lui avaient conféré le titre d'empereur de l'épée. So-hee essaya de se souvenir de plus de détails mais n'y parvint pas, se demandant comment les autres transmigrants pouvaient se souvenir de tout. Elle se souvenait seulement que le protagoniste Namgung lui était, pour le dire gentiment, une personne intègre, mais pour être honnête, il était plutôt impoli. Il utilisait souvent des mots doux pour provoquer les antagonistes de l'histoire. Quand l'antagoniste, incapable de contenir sa rage, se lançait à l'attaque, il criait « Meurs ». Namgung lui se contentait de sourire et esquivait facilement cette attaque. Puis il terrassait son adversaire avec élégance, une scène qui laissait So-hee secrètement admirative. De retour à la réalité, So-hee réalisa que pour survivre, elle avait besoin d'informations précises. Actuellement, il y avait 2 informations importantes qu'elle devait confirmer. Premièrement, si Namgung lui participerait au prochain tournoi des 5 grandes familles. Et deuxièmement, si une faction convoitant le talent de Namgung lui avait offert un poison mortel. Le moment où Namgung avait reçu le poison mortel était après avoir remporté le tournoi d'arts martiaux, donc si Tang Yung l'avait en sa possession, cela signifiait que tout se déroulait avant le tournoi. So-hee se demanda désespérément comment elle pourrait trouver les informations nécessaires. Elle craignait qu'une seule mauvaise question puisse la faire passer pour une espionne venue voler l'élixir divin et la faire éliminer. En arrivant à sa résidence, une autre servante l'attendait et l'appela par son nom. La servante se montra inquiète du retard de So-hee, tandis que celle-ci ne put que marmonner des excuses. Se sentant étouffée par le fait que rien n'allait bien, So-hee fut aidée par son amie à se coucher lorsqu'elle découvrit qu'elle avait une forte fièvre. Allongée sur le lit, elle luttait entre l'idée de vivre dans l'ignorance pour préserver sa vie et celle de vivre avec un but. Avant de sombrer dans le sommeil, So-hee souhaita secrètement pouvoir retourner dans son ancien monde. Le lendemain matin, son travail reprit avec le balayage de la cour pavée. So-hee pensa en elle-même que l'espoir de rentrer chez elle s'était une fois de plus évanoui aujourd'hui. Elle alla voir Tang Yung et lui demanda pourquoi il l'avait appelé plus tôt que l'heure convenue. Il expliqua que c'était pour éviter des malentendus inutiles. Tang Yung sourit et lui confia en plus la tâche de nettoyer toute sa chambre. So-hee resta figée en se remémorant la chambre poussiéreuse de la veille. Elle se rappela les avertissements des autres servantes selon lesquels l'aînée était très sensible et difficile, il fallait donc faire attention à ne pas attirer son attention. Dans son imagination, Tang Yung se transforma en un chat noir géant hurlant et chassant les serviteurs effrayés. Malgré cela, So-hee se dit que le fait d'être chargé du nettoyage devait signifier qu'il avait de l'affection pour elle. Tang Yung lui demanda soudain si elle avait fini de pleurer, ce à quoi So-hee répondit, confuse, que oui. Il lui dit de poser le balai et de lui tendre la main. So-hee obéit docilement et plaça sa main dans la sienne. Il remarqua que sa main était trop petite pour tenir des armes cachées et pensa qu'il fallait qu'elle mange davantage. Tang Yung plaça une pièce de monnaie dans la main de So-hee et lui dit d'essayer de la lancer. Don Yung a montré un arbre du doigt et a demandé à So-hee si elle voyait le morceau de tissu rouge qui y était attaché. Il lui a ordonné de lancer une pièce de monnaie sur le tissu, ce qui a stupéfié So-hee, qui pensait que la distance était impossible. Dong Yung a souri, lui disant nonchalamment de lancer. Bien qu'elle fût convaincue que la pièce tomberait à mi-chemin, So-hee s'est préparée à lancer. Elle a mis toute sa force pour lancer la pièce vers l'arbre. Étonnamment, la pièce a atteint la cible avec une forte force d'impact. Le morceau de tissu rouge a été déchiré par le lancer. So-hee était complètement stupéfaite, ne comprenant pas pourquoi elle avait réussi, tandis que Dong Yung semblait amusé. Il a continué à la défier,
lui demandant de viser un morceau de tissu bleu sur un autre arbre, encore plus éloigné. So-hye s'est dit que la fois précédente n'était que de la chance. Elle a lancé la pièce une fois de plus. Bien qu'elle ait cru que ce serait très difficile cette fois, la pièce s'est tout de même fichée directement dans le tissu bleu. Dang Jung a fait remarquer que sa force était vraiment remarquable, tandis que So-hye était toujours extrêmement confus. Il lui a dit d'aller ramasser la pièce. En courant vers l'arbre, So-hye n'arrivait pas à croire ce qui venait de se passer. Elle s'est demandé si ses capacités étaient vraiment si bonnes. Plus étonnant encore que de déchirer le tissu, la pièce s'était profondément fichée dans le tronc de l'arbre. So-hye a soudainement réalisé quelque chose. Elle s'est souvenue de son endurance extraordinaire, capable de faire la lessive toute la journée sans se fatiguer, c'était la capacité de ce corps. So-hye a supposé que ses parents dans ce monde étaient probablement des artistes martiaux, car les talents physiques sont souvent héréditaires. So-hye a secrètement pensé qu'elle semblait s'engager constamment dans des situations dangereuses. Elle se sentait mal à l'aise. Depuis qu'elle avait découvert le pouvoir de ce corps, un emploi du temps simple s'était mis en place. Chaque journée de So-hye commençait par le balayage au pavillon de Dang Jung. Après le déjeuner, elle passait tout l'après-midi à s'entraîner au lancer de pièces. Le soir, elle retournait dans sa chambre et mémorisait le classique des 1000 caractères. Malgré cet emploi du temps simple, So-hye se sentait à l'agonie à cause de l'épuisement. En particulier, l'exercice de lancer de pièces était ce qui la vidait le plus de ses forces. Le lancer de pièces était l'une des tâches que Dang Jung lui avait confiées, le but étant de jeter des pièces dans l'étang pour attraper des poissons. Bien sûr, cet entraînement n'était pas dû à un excès d'argent. Dang Jung a expliqué que la mémorisation n'était pas la seule méthode, le but ultime étant de contrôler d'innombrables variables. Il a souligné que chaque jour, la direction du vent, la force du vent et même le poids de l'air changent en fonction de l'humidité. Le pratiquant doit être conscient de tous ces changements pour ajuster la force et la vitesse en conséquence. Cela dit, Dang Jung a lancé une pièce, elle a volé avec précision et s'est fichée dans une carpe koi dans l'étang. Il a dit que c'était le niveau qu'il visait, une discipline subtile et élégante. Il a également fait remarquer que c'était bien plus beau que les démonstrations de force brute des épéistes. Dang Jung a dit avec confiance que So-hye comprendrait bientôt cette joie elle aussi. De retour au présent, il a donné à So-hye un sac de pièces. Il lui a ordonné d'essayer d'attraper des poissons avec des pièces de monnaie à partir de maintenant. So-hye était stupéfaite, mais Dang Jung a affirmé qu'il la forcerait à continuer jusqu'à ce qu'elle réussisse. So-hye s'est souvenu que le lancer de pièces était à l'origine un exercice de base dans les techniques de mémorisation de la famille Tang. Mais depuis ce jour, elle était coincée dans l'enfer du lancer de pièces. Elle a déploré que les carpes semblaient s'y être habituées et étaient devenues étonnamment agiles. Épuisée sur le sol, So-hye a été rappelée par une colocataire d'aller se coucher. Cette amie, tout en pliant des vêtements, a appelé So-hye, la voyant toujours allongée paresseusement sur le sol. Soudain, une voix masculine de l'extérieur a appelé So-hye, la faisant se demander qui venait à cette heure. La colocataire a reconnu la voix du jeune maître et a exhorté So-hye avec enthousiasme à sortir. Après avoir répondu, So-hye a été rapidement poussée dehors par son amie. Elle a entrouvert la porte et a vu un jeune homme qui attendait dehors. Le jeune homme aux cheveux couleur cendre s'est poliment excusé d'avoir dérangé son sommeil. So-hye a prudemment demandé la raison de la visite du jeune maître. Le jeune homme a semblé mécontent et lui a demandé de l'appeler « frère Woon » comme avant. Bien que So-hye ait hésité, Woon est resté ferme sur sa demande. En l'entendant l'appeler frère Woon, le jeune homme a souri de satisfaction. Pendant que Woon expliquait qu'il était inquiet à cause du long voyage, So-hye s'interrogeait secrètement sur son comportement étrange. Woon s'est soudainement souvenu et a dit qu'il lui avait apporté un cadeau. Il a sorti une épingle à cheveux en forme de papillon, extrêmement raffinée. So-hye s'est souvenu avec horreur des paroles de son ancien patron, selon lesquelles offrir une épingle à cheveux dans les récits de Wuxia était une demande en mariage. Woon lui a également dit de garder le cadeau secret car il ne l'avait pas acheté pour Jui ou Shui, ce qui a encore plus troublé So-hye. Reprenant son calme, So-hye a refusé, disant que ce cadeau était trop précieux pour qu'elle puisse l'accepter. Woon essaya de convaincre So-hye d'accepter l'épingle à cheveux qu'il avait ramenée du Hubei. Il plaça doucement l'épingle dans sa main et s'excusa de l'avoir mise mal à l'aise. Woon sourit, lui disant qu'il n'avait pas l'intention de lui mettre la pression. Il changea aussitôt de sujet, lui proposant de lui offrir une collation à la place. So-hye accepta timidement le petit sac cadeau tandis que Woon lui disait qu'il voulait juste lui offrir quelque chose. Woon lui dit au revoir, lui conseillant de rentrer se reposer. So-hye resta silencieusement là, serrant le sac cadeau et regardant sa silhouette s'éloigner. Avant de partir complètement, Woon se retourna et affirma qu'elle pouvait toujours le trouver si elle avait besoin d'aide. En regardant son dos, So-hye pensa en elle-même qu'elle avait être été trop sensible et qu'il n'était pas une mauvaise personne. Sa colocataire se précipita pour s'enquérir dès que Woon fut parti. Son ami expliqua que Woon était venu voir So-hye dès son retour, même si les invités du clan Zhuge étaient déjà arrivés. Elle révéla également que ces invités étaient les parents maternels du jeune maître et que la réunion des 5 grands clans était imminente. Ensuite, son ami regarda So-hye avec suspicion, disant qu'elle semblait très étrange ces derniers temps. So-hye prétexta rapidement la fatigue due au travail pour esquiver et invita son ami à aller dormir.
Pendant ce temps, à commencer par le clan Zhuge, les invités des grands clans arrivèrent les uns après les autres, rendant tout le monde extrêmement occupé. Au milieu de l'agitation, Soyi continua de suivre sa routine, pensant qu'elle ne pouvait pas sortir à cause des instructions de l'ancien. Elle se rappela les paroles de l'ancien Dang Yung l'avertissant que son apparence était très remarquable et qu'elle pourrait s'attirer des ennuis inutiles. Il avait même dit avec colère que ceux qui osaient flirter avec de belles servantes devraient être destitués. Dang Yung lui avait dit qu'il serait occupé à recevoir des invités pendant quelques jours, et qu'en cas de problème, elle devait utiliser son nom ou chercher Gun Miyong. Soyi se dit qu'elle n'était qu'une servante, et qu'il était certainement plus sûr de rester à l'intérieur comme l'avait dit l'ancien. Soyi se demanda si, en restant enfermée, elle ne pourrait pas recueillir les informations nécessaires. Elle manqua de nouveau la carpe, agacée qu'elle nage plus vite que d'habitude aujourd'hui. Une voix inattendue retentit, se moquant qu'à cette vitesse, créer un étang de vœux serait plus rapide que d'attraper le poisson. La personne continua d'analyser que le poisson se déplaçait en ligne droite et élégante. Soyi se retourna, et un garçon inconnu dit qu'avec une telle façon de lancer, elle ne toucherait pas même en 100 tentatives. Elle se demanda avec surprise qui venait d'apparaître. En voyant les vêtements du garçon, Soyi en déduisit qu'il n'appartenait pas au clan Tang. Elle supposa que c'était l'enfant d'un invité, tandis que le garçon lui demanda si elle avait compris le problème. Le garçon expliqua qu'elle devait observer le mouvement du poisson si elle espérait effleurer ses écailles. Voyant Soyi toujours confuse, le garçon dit avec irritation idiote puis lui prit la main pour la guider. Le garçon lui demanda de ne pas retirer sa main et de se concentrer sur le lancer. Sous sa direction, la pièce fut lancée parfaitement. Elle vola droit et toucha directement le corps de la carpe. Le garçon demanda fièrement s'il avait raison, et Soyi dut l'admettre. Mécontent de l'attitude de Soyi, le garçon demanda avec arrogance si elle savait qui il était. Soyi pensa seulement que c'était un gamin impoli qui avait envahi la cour de l'ancien et supposa qu'il était un invité du clan Tang. Le garçon déclara haut et fort qu'il était Namgung Hui, le jeune maître du clan Namgung, laissant Soyi stupéfait. Elle ne pouvait pas croire que le légendaire Namgung Hui était cet enfant. Plus important encore, Soyi réalisa que le personnage principal était encore trop jeune, ce qui signifiait qu'elle était arrivée à un moment beaucoup plus tôt que la chronologie principale de l'histoire. Sentant un mal de tête, elle décida de laisser de côté les pensées complexes et d'accepter que le garçon devant elle était bien le jeune maître. Namgung lui exigea avec arrogance que Soyi lui montre du respect, tandis qu'elle pensait en elle-même qu'il était vraiment impoli. Malgré cela, elle se dit qu'elle ne devait pas s'énerver, car il était le futur pilier de l'un des 5 grands clans. Elle décida qu'elle devait faire son devoir et conduire l'invité du clan Namgung à sa chambre d'hôte. Soyi pensa en elle-même qu'en tant que jeune maître du clan Namgung, il n'était pas approprié qu'il espionne l'entraînement d'un autre clan. Namgung lui fut surpris par son silence. Soyi regretta de ne pas avoir prononcé ces mots, mais d'avoir plutôt manqué l'occasion et de s'être éloignée. Elle se rappela qu'elle pouvait compter sur l'ancien si quelque chose de fâcheux arrivait. Soudain, Namgung lui balbutia des excuses, ce qui ne manqua pas de surprendre Soyi. Le garçon s'enquit avec inquiétude de son poignet, demandant si cela lui faisait très mal. Il proposa de lui donner des médicaments, mais Soyi essaya de refuser et demanda s'il était perdu. Namgung lui insista pour qu'elle prenne le médicament, disant que c'était une pommade précieuse fabriquée par son propre oncle. À ce moment précis, le gargouillement du ventre de Namgung lui retentit, brisant l'atmosphère. Soyi sourit, réalisant que ce garçon errait parce qu'il avait faim et était perdu. Le garçon l'exhorta toujours avec enthousiasme à rentrer pour appliquer le médicament car il était très bon pour les ecchymoses. Finalement, ils arrivèrent tous les deux au quartier des invités. Soyi fut secrètement surprise que le garçon têtu l'ait réellement suivi jusqu'à la salle de réception. Elle s'inquiéta de savoir si l'ancien serait en colère, mais pensa ensuite qu'il apprécierait peu, être une personne aussi audacieuse. Namgung lui sortit la boîte de médicaments et expliqua que son oncle, Wan Ryong, était le chef de la pharmacie, donc elle pouvait lui faire confiance. Soyi fut stupéfaite, une pommade précieuse fabriquée par le chef de la pharmacie du clan Namgung était quelque chose qu'une servante comme elle n'aurait jamais dû voir. Elle sourit en le remerciant et pensa qu'elle en ramènerait un peu pour l'appliquer sur la main de Songji. Namgung lui conseilla à Soyi d'appliquer régulièrement le médicament pour une guérison rapide, et elle obéit. Il lui demanda soudainement si elle avait déjeuné, puis l'invita à partager son repas. Soyi fut consterné, pensant qu'il était inapproprié pour une servante de s'asseoir à la même table que son maître. Namgung lui rejeta cela avec désinvolture, disant que sa sœur Yona buvait toujours du thé avec sa servante Gyogyo tous les jours, ce qui laissa Soyi secrètement perplexe. Il expliqua que Yona était sa plus jeune sœur, et que Gyogyo était sa servante. Soyi comprit son intention, puis elle décida de donner à manger à cet adolescent affamé avant qu'il ne parte. Elle sourit et proposa d'organiser un repas ici même. Namgung lui s'écria joyeusement son accord. En repensant à son expression sérieuse d'avant, Soyi supposa qu'il devait vivre dans une famille très stricte. Voyant le garçon s'éclaircir la gorge avec gêne, elle pensa en elle-même, quel genre de protagoniste, ce n'est qu'un enfant. Lorsque le repas fut servi, Soyi, tout en disposant les plats,
demanda à Namgung lui s'il avait déjà quitté le Sichuan. Il répondit qu'il avait vécu toute sa vie à Dingzhou, puis lui demanda en retour si elle voulait aller en ennui. Soyi répondit qu'elle avait seulement entendu dire que c'était très loin, puis changea de sujet pour lui demander si c'était sa première fois au Sichuan. Namgung lui confirma, racontant qu'il avait voulu y aller 5 ans auparavant, mais que ses sœurs l'en avaient empêché. Il expliqua qu'à l'époque, il ne savait même pas monter à cheval, ce qui rendit Soyi curieuse de lui demander son âge. Namgung lui déclara fièrement qu'il avait 13 ans, puis lui demanda son âge en retour. Soyi répondit qu'elle avait 15 ans, étant de plus en plus certaine que ce garçon était le protagoniste. Soudain, Namgung lui marmonna, « Alors ce n'est pas possible », laissant Soyi perplexe. Elle remarqua que ses sœurs devaient beaucoup se soucier de lui, et Namgung lui confirma qu'il était le seul fils, avec 3 sœurs aînées. Soyi pensa secrètement avec étonnement à la scène de 4 futures belles-sœurs, puis l'invita à manger tant que c'était chaud. Namgung lui se plaignit que même s'il était grand, sa mère et ses sœurs le traitaient toujours comme un enfant. Soyi, tout en mangeant, répondit que c'était parce qu'elle s'inquiétait pour le jeune maître. Il raconta que son père avait parcouru le Jianghu à son âge, alors que c'était la première fois qu'il quittait l'ennui. Namgung lui pensa en lui-même qu'il pouvait aussi bien faire les choses. En mangeant, il s'arrêta soudainement, attirant l'attention de Soyi. Elle fut surprise de voir son expression inhabituelle. Namgung lui se couvrit la bouche et toussa violemment, faisant crier Soyi, paniqué, « Jeune maître ». Elle se leva précipitamment, appelant avec inquiétude le jeune maître Namgung. Il s'avéra qu'il était seulement piquant et non empoisonné, ce qui fit penser à Soyi que la cuisine du Sichuan était trop épicée pour les personnes venant d'autres provinces. Elle lui demanda avec inquiétude s'il voulait du thé ou s'il préférait qu'elle prépare un plat moins épicé. Namgung lui essaya de paraître fort, déclarant que les membres de la famille Namgung ne reculaient jamais, mais aux yeux de Soyi, il ressemblait encore plus à un enfant. Elle pensa soudain que les enfants étaient si prévisibles, contrairement à l'ancien Tang Jung chez qui elle n'avait rien remarqué d'anormal. Après avoir fini de manger, Namgung lui poussa un soupir de soulagement, et Soyi pensa que puisqu'il avait tout mangé, il grandirait certainement. Il s'éclaircit la gorge puis se tourna vers Soyi pour lui demander si elle avait déjà goûté à la cuisine de l'ennui. Quand elle répondit que non, il lui expliqua immédiatement que la nourriture y était délicieuse et non épicée. Il se vanta également que le thé de sa région natale était excellent. Namgung lui raconta fièrement que le thé Yunwu du Huangshan était apprécié même par l'abbé de Shaolin, ce qui fit penser à Soyi qu'il se vantait pour masquer le goût piquant. Soyi répondit poliment, puis lui demanda s'il avait fini de manger. Immédiatement, Namgung lui proposa avec enthousiasme qu'elle le conduise visiter le marché. Soyi fut stupéfaite, rappelant avec confusion les instructions de l'ancien Tang Jung selon lesquelles elle n'était pas autorisée à quitter la cour. Soyi pensa en elle-même que, depuis sa transmigration, elle n'avait jamais pu sortir du domaine de la famille Tang. Namgung lui dit avec confiance qu'il ne pouvait pas être attrapé car son père ne le permettrait pas, il devait donc y aller en secret. Soyi rappela avec inquiétude que les gardes à la porte extérieure le reconnaîtraient immédiatement. Le garçon eut alors l'idée qu'il n'avait qu'à sauter par-dessus le mur. Soyi refusa, paniquée, disant qu'elle ne pouvait pas sauter par-dessus le mur, mais Namgung lui affirma que le mur ne mesurait que 10 mètres de haut. Elle regarda désespérément le mur de près de 10 mètres de haut et se demanda comment elle pourrait le franchir. Soyi appela le jeune maître en vain, puis fut surprise de ne plus le voir. Bientôt, il se tenait déjà à l'extérieur de la cour, la pressant de se dépêcher. Soupirant d'épuisement à devoir s'occuper de cet enfant, Soyi finit par nettoyer le repas puis sortit par la porte principale. Pour la première fois, elle put voir l'animation à l'extérieur du domaine. Heureusement, la rue principale apparut juste devant elle, et Soyi pensa qu'il suffisait d'aller tout droit pour atteindre le marché. Namgung lui se tourna vers elle, la traitant d'enfant ennuyeuse. Soyi répondit calmement qu'elle avait dit qu'elle ne pouvait pas sauter par-dessus le mur, à moins que le jeune maître ne la porte sur son dos. Le garçon s'accroupit alors, proposant de la porter sur son dos, ce qui fit penser à Soyi qu'un jour, il causerait de gros problèmes. Elle invoqua rapidement l'excuse que les hommes et les femmes ne doivent pas se toucher, ce qui fit demander à Namgung, surpris, si elle lisait les livres des sages. Pour détourner l'attention, Soyi pointa rapidement du doigt vers l'avant et dit que le marché était juste là. Namgung fut immédiatement attiré et s'éloigna avec enthousiasme, ce qui fit soupirer Soyi de soulagement car le garçon était très facile à distraire. À un étal, Namgung regarda curieusement les articles exposés. Tous deux se promenèrent ensemble à travers le marché bondé. Soudain, Namgung s'arrêta et demanda curieusement à propos de quelque chose devant eux. Une vendeuse ambulante salue chaleureusement Namgung alors qu'il s'approche de son étal. Elle l'invite à goûter des gâteaux de riz gluant fraîchement frits, qui ont l'air très appétissants. Namgung lève avec enthousiasme 2 doigts, commandant 2 gâteaux, ce qui fait penser à Soyi qu'il est vraiment prévenant d'en acheter aussi pour elle. La vendeuse indique que le prix est de 5 puns, et Namgung accepte joyeusement de payer. Soyi est horrifiée de le voir sortir un lingot d'argent entier pour payer une collation qui ne vaut que 5 won. Elle lui attrape la main à la hâte, disant avec panique que c'est beaucoup trop d'argent.
Namgung lui répond innocemment qu'il n'a qu'un lingot d'argent, mais Soyi insiste qu'il ne peut pas payer comme ça et qu'elle a des pièces de monnaie. Après que Soyi a payé, la vendeuse leur souhaite un bon appétit, et Soyi lui souhaite de bonnes affaires. Tous deux marchaient ensemble en savourant les gâteaux de riz chaud. Soyi a demandé à Namgung d'expliquer son action précédente. Il a demandé d'un air boudeur pourquoi il n'avait pas été payé avec un lingot d'argent, ce qui a fait réaliser à Soyi qu'il boudait. Elle a commencé à expliquer que c'était une somme d'argent trop importante et qu'il ne fallait pas donner une somme aussi énorme à quelqu'un devant tout le monde. Namgung lui a estimé que c'était une bonne chose pour la vieille dame, mais Soya a répondu que c'était précisément la raison pour laquelle il ne devait pas le faire. Elle a expliqué que les gens autour l'avaient vu sortir le lingot d'argent. Dans l'imagination de Soyi, un voleur pourrait s'introduire, tuer la vieille dame et voler le lingot d'argent. Namgung lui a demandé, stupéfait, ne pouvant pas croire que les gens iraient aussi loin. Soyi souligne qu'une fortune trop importante peut parfois devenir un fléau. Namgung lui s'incline avec regret, admettant qu'il a failli tuer la vieille femme, et Soyi conclut que les bonnes intentions n'apportent pas toujours de bons résultats. Il la regarde d'un autre œil, reconnaissant qu'elle est très intelligente. Namgung lui veut soudainement rentrer, ce qui surprend Soyi qui lui demande s'il ne veut pas en voir plus. Namgung lui se retourne résolument, déclarant qu'il veut rentrer. Soyi se demande avec inquiétude si elle a encore fait quelque chose de mal ou dit quelque chose de trop arrogant. Il rentre en silence, passant devant les murmures des passants. L'expression de Soyi reste pleine d'interrogations alors qu'elle le suit. En s'approchant du portail, elle remarqua un groupe de personnes rassemblées et devina, paniquée, qu'il cherchait le jeune maître. Un homme âgé appela oui avec soulagement, confirmant la supposition de Soyi. Namgung s'inclina respectueusement devant son père, lui disant qu'il était allé au marché. Son père posa une main sur l'épaule de son fils, le réprimandant doucement pour s'être aventuré dans un endroit inconnu. Namgung lui promit de demander la permission la prochaine fois, mais Soye pensa en secret à la contradiction dans ses paroles. Le père de Namgung lui remarqua ensuite Soye et lui demanda qui elle était. Namgung lui déclara soudainement vouloir emmener Soye à Anhui et demanda la permission à son père. Son père fut complètement stupéfait par la proposition soudaine de son fils. Soye n'était pas moins étonnée, pensant en elle-même que ce jeune maître avait sûrement perdu la tête. La discussion fut déplacée à l'intérieur de la pièce, où le père de Namgung commença à s'enquérir de la situation. Il redemanda les intentions de son fils, et Namgung lui confirma qu'il voulait que Soyu reste à ses côtés parce qu'elle était intelligente. Son père demanda, perplexe, si Soyu l'avait forcé à faire quelque chose. Namgung resta bouche bée face à la question, tandis que son père se disait que son fils n'avait que 13 ans et ne savait rien. Il rit doucement, chassa ses pensées oiseuses et demanda à son fils s'il avait demandé l'avis de Soye. Namgung lui répondit avec assurance que comme elle n'avait pas pleuré, elle aimerait sûrement, ce qui fit grogner Soye intérieurement. Finalement, le père de Namgung se tourna vers Soye et lui demanda sérieusement son nom. Soye a répondu qu'elle n'avait pas de nom de famille, son nom étant simplement Soye. Interrogée sur ses parents, elle a calmement déclaré qu'elle était orpheline. Le père de Namgung a fait une proposition inattendue, lui demandant si elle souhaitait venir au clan Namgung. Soye a poliment refusé, expliquant qu'elle était sous la tutelle de l'aîné Dokwang du clan Tang et ne pouvait pas prendre de décision seule. Le père de Namgung demanda, surpris, si elle parlait de l'ancien Dangyung, et Soye confirma. Le père se tourna vers son fils et dit que ce plan ne convenait pas, ce qui fit que Namgung demanda, perplexe, pourquoi. Soye fut stupéfaite en l'entendant expliquer que si elle partait, le clan Tang lui briserait les tendons et les os, la rendant invalide. Il a ajouté que c'était le destin d'un artiste martial de quitter sa secte, surtout avec un endroit aussi strict que la famille Tang. Namgung a rapidement argumenté que Soye n'était qu'une servante sans dentian, ne connaissant aucune technique secrète importante. Mais son père a affirmé que la famille Tang avait une règle de fer selon laquelle tous les arts martiaux devaient être conservés au sein du clan. Soye pensa en elle-même que c'était elle qui devait faire face à cela, ne comprenant pas pourquoi Namgung était si en colère. Elle paniqua en pensant qu'elle avait été piégée par l'aîné dans un contrat d'esclavage. Soye se rappela le sourire radieux de Tang Jung et était certaine qu'il n'avait jamais mentionné ces choses terribles. Elle associa cette punition cruelle à une conversation de sa vie antérieure et frissonna devant la folie du clan. C'est alors que Tang Jung apparut et salua le patriarche Namgung. Le père de Namgung le reconnut comme l'aîné de Kwang, et ils échangèrent des salutations. Dangyung a expliqué qu'il était venu car il avait appris que l'enfant sous sa garde était ici, et il a demandé la permission de l'emmener. Le père de Namgung a immédiatement accepté, et Dangyung a aussitôt appelé Soye à l'extérieur. Soye s'est levé en titubant, se plaignant à l'aîné que ses jambes étaient engourdies d'être restée assise trop longtemps. Dangyung a taquiné Soye, lui demandant si elle le prenait pour une litière, tandis qu'elle le traitait d'aîné d'une voix plaintive. Soudain, Dangyung soulève Soye, qui crie à cause d'une crampe, mais il lui dit froidement de se taire car elle a déjà causé assez de problèmes. Alors qu'il s'apprête à partir, Namgung rappelle Soye, et elle répond avec surprise. Namgung promet de lui rendre le double de l'argent dépensé au marché le lendemain, mais Soye répond que ce n'est pas nécessaire.
Ayant entendu la conversation, Dang Yung interroge So-hye sur le fait d'avoir prêté de l'argent au gamin de la famille Namgung, ce qui la pousse à le presser de partir, paniqué. Ignorant ses supplications, Dang Yung traite So-hye de sale gamine et s'élance dans les airs avec elle. Ils atterrissent sur un toit voisin. Resté seul, Namgung lui réfléchit en silence. Dang Yung continue de se déplacer à grande vitesse sur les toits, portant So-hye. Après avoir atterri, Dang Yung lâche So-hye, et elle lui pose immédiatement une question. So-hye se demande pourquoi l'aîné aime toujours prendre des raccourcis en escaladant les murs. Dang Yung répond nonchalamment que voyager par la route est fastidieux et détourné, puis lui demande en retour pourquoi elle est si surprise. So-hye change alors de sujet, disant qu'elle vient d'entendre quelque chose d'effrayant. Elle demande s'il est vrai que ceux qui apprennent les arts martiaux de la famille Tang et qui partent se voient couper les tendons et les os. So-hye pousse un soupir de soulagement, pensant que la famille Namgung s'était trompée, mais Dang Yung intervient soudainement, disant qu'ils sont généralement tués. So-hye est pétrifiée, incapable de croire ce qu'elle vient d'entendre. Dang Yung explique que laisser un idiot qui veut être expulsé survivre pourrait nuire à la famille Tang, puis il plisse les yeux et lui demande si elle a l'intention de partir. So-hye agite précipitamment les mains, expliquant qu'elle l'a juste entendu par hasard lorsque le jeune maître Namgung a essayé de l'emmener à Anhui. Dang Yung rit, pince la joue de So-hye et lui dit que cette gamine devrait apprendre à cacher ses pensées. Dang Yung pince la joue de So-hye, remarquant qu'elle n'a pas cultivé d'énergie interne. Il lui serre soudainement le cou, constatant qu'elle n'a ni dentier ni signe d'énergie externe. Avec un regard froid, Dang Yung demande pourquoi So-hye le regarde de cette manière. So-hye tremble de peur, se demandant pourquoi il dégage soudainement une telle intention meurtrière, et si elle a dit quelque chose de mal. Quand Dang Yung lâche prise et l'appelle par son nom, So-hye se demande si c'est parce qu'elle est allée au quartier des invités de Namgung. Dang Yung demande soudainement si la mémoire de So-hye a un problème. Il explique qu'elle a vécu dans la famille Tang pendant plus de 10 ans sans rien savoir, ce qui fait que So-hye le remercie intérieurement de lui avoir donné une excuse. So-hye acquiesce immédiatement, admettant qu'un jour elle s'est réveillée sans se souvenir de rien. Dang Yung dit qu'il a déjà entendu dire que les gens pouvaient perdre la mémoire après avoir bu une décoction, ce qui terrifie So-hye à propos des poisons de cette famille. Alors qu'il marche, Dang Yung dit qu'il est venu saluer son grand-père. Un jeune maître aux cheveux clairs nommé Woon apparaît et demande avec surprise ce que So-hye fait ici. Dang Yung interroge avec irritation leur relation, demandant à Woon s'il a aussi l'habitude de taquiner les serviteurs. Woon nie et appelle Dang Yung grand-père, puis révèle une chose choquante, So-hye est notre plus jeune sœur. So-hye est complètement confuse, tandis que Woon demande à Dang Yung s'il se souvient encore de Shoryon de Wolliangru 16 ans auparavant. Dang Yung est stupéfait en se remémorant le passé et réalise soudainement, regardant So-hye avec étonnement. Woon confirme que cette fille est bien la fille de Shoryon, So-hye. Immédiatement, une terrible pression se dégage, faisant que Woon et So-hye se serrent la poitrine de douleur, ayant du mal à respirer. Woon appelle grand-père. Avec effroi, tandis que Dang Yung, au milieu du flux d'énergie déchaîné, murmure ceci. Dang Yung grince des dents, le visage rempli de fureur, et maudit intérieurement, Dang Yung rugit de colère, son corps dégageant une aura terrifiante de chi bleu. Woon tenta anxieusement de calmer son grand-père, mais Dang Yung le réprimanda, lui demandant s'il avait l'air d'une personne capable de se calmer. Il pointa du doigt So-hye, furieux qu'une descendante directe possédant un corps immunisé contre les poisons soit traitée comme une servante. Dang Yung écarta l'explication de Woon, affirmant que le père de So-hye l'avait délibérément abandonné. Pendant un instant, il réalisa avec horreur qu'il avait failli tuer sa propre arrière-petite-fille, qui possédait une constitution unique en 100 ans. So-hye sentit une pression terrible s'abattre sur elle, la rendant incapable de respirer. Woon lutta également pour résister, réalisant que So-hye ne pouvait pas supporter le ki de son grand-père. L'aura de chi était trop puissante pour Woon, qui toussa une grande gorgée de sang. So-hye regarda avec effroi Woon cracher du sang juste devant elle. Elle sentit sa conscience s'estomper progressivement, incapable de tenir plus longtemps. Le corps de So-hye devint mou, elle commença à s'effondrer sur le sol. Dang Yung se précipita, criant le nom de So-hye alors qu'elle tombait. Un léger gémissement s'échappa alors que So-hye ouvrait lentement les yeux et reprenait conscience. Elle se vit allongée sur un lit, et Dang Yung, le visage bienveillant, était assis à côté, lui annonçant qu'elle s'était réveillée. So-hye se redressa brusquement, mais Dang Yung lui dit doucement de se recoucher pour éviter les vertiges. Avec un air contrit, il s'excusa sincèrement d'avoir perdu le contrôle et d'avoir agi de manière imprudente. Dang Yung révéla ensuite qu'il était son arrière-grand-père et lui dit de l'appeler grand-père. Il se tourna vers Woon, qui était également dans la pièce, et lui dit d'aller se reposer. Woon refusa, disant qu'il voulait rester un peu plus longtemps car il s'inquiétait pour So-hye. Dang Yung ordonna sévèrement à Woon d'aller se reposer, lui disant de ne pas laisser sa sœur se sentir coupable et que l'état de ses méridiens obstrués nécessitait du repos. Woon dit doucement à So-hye de bien se reposer avant de partir. Quand Woon tourna le dos, So-hye réalisa avec stupeur que les méridiens obstrués étaient une maladie mortelle. Elle se rappela l'explication du manager de son ancien monde,
selon laquelle c'était une maladie de riches. So-hee pensa amèrement que seuls les riches avaient les moyens de se soigner, tandis que les pauvres ne pouvaient que mourir dans l'anonymat. Elle s'inquiétait pour Woon, blâmant secrètement les auteurs de romans de wuxia d'être si cruels en laissant des talents mourir jeunes. Après le départ de Woon, Tang Gyung dit également qu'il allait sortir et dit à So-hee de dormir ici cette nuit. Il l'arrêta d'une voix sévère, disant que son corps était trop faible pour dormir sur le sol. Tang Gyung couvrit So-hee d'une couverture puis partit silencieusement. Assise seule, So-hee commença à reconstituer les événements. Elle réalisa que la raison pour laquelle tout le monde agissait étrangement était qu'elle avait transmigré dans le corps d'une enfant illégitime abandonnée, mais qui possédait une constitution immunisée contre les poisons. So-hee se rappela avoir maudit le clan Tang pour sa folie, pour ensuite réaliser amèrement qu'elle en faisait elle-même partie. Elle craignait que ce statut de descendante directe ne la pousse dans une situation encore pire. Submergée, So-hee cria silencieusement de désespoir, ne voulant que rentrer chez elle. Un instant plus tard, elle suivit Tang Gyung et lui demanda avec hésitation où son arrière-grand-père allait. Tang Gyung répondit froidement qu'ils allaient à la salle ancestrale du clan, ce qui laissa So-hee très perplexe. Quand ils arrivèrent, les deux gardes s'inclinèrent immédiatement en saluant l'ancien suprême. Le garde s'apprêtait à entrer pour annoncer leur arrivée, mais Tang Gyung l'écarta, jugeant cela trop fastidieux. Il souleva brusquement So-hee et sauta directement par-dessus le mur, ignorant les cris du pauvre garde. Devant une grande porte, Tang Gyung appela un homme nommé Muyuk. À l'intérieur, une main qui calligraphiait s'arrêta. Un homme sévère nommé Muyuk leva la tête de son bureau, accueillant son grand-père qui venait d'arriver. Tang Gyung déclara à Muyuk que c'était sa fille, So-hee, et qu'il serait celui qui l'élèverait. Muyuk plissa les yeux, son regard plein de mécontentement. Tang Gyung dit fermement qu'il devait accepter cette décision. Muyuk demanda, stupéfait, à Tang Gyung de ne pas s'immiscer dans l'éducation de sa fille. So-hee s'inquiéta en croisant le regard de l'homme puissant. Elle tenta un sourire amical, se demandant pourquoi ce père la regardait comme si elle était une ordure. Muyuk demanda à Tang Gyung pourquoi il causait des problèmes, tandis que So-hee se lamentait silencieusement que son sourire n'avait aucun effet. Tang Gyung révéla avec colère que c'était à cause de Muyuk qu'un génie centenaire comme So-hee avait dû pourrir dans l'annexe. Muyuk répondit froidement qu'il avait fait son devoir en accueillant la courtisane et sa fille pour qu'elle ne meure pas de faim. Tang Gyung se moqua de son raisonnement, ce qui fit crier Muyuk de colère. Submergé par la fureur, Muyuk grogna qu'il ne faisait que suivre les règles du clan. Il libéra une aura de chi écrasante, remettant en question son autorité de chef de clan et faisant s'effondrer So-hee, incapable de respirer. So-hee fut horrifié de voir un père menacer ouvertement son propre grand-père de la sorte. Tang Gyung dissipa facilement la pression, se moquant que ce n'était pas une question de pouvoir aidant So-hee à respirer à nouveau. Il avertit sévèrement Muyuk que le pouvoir conféré par le conseil pouvait également être retiré. Muyuk fut stupéfait par la menace, balbutiant pour demander ce qu'il voulait dire. Tang Gyung l'ignora, affirmant une dernière fois qu'il élèverait So-hee et l'appela à le suivre. So-hee obéit docilement, bien qu'encore un peu hésitante. Tous deux quittèrent la pièce ensemble, laissant le chef de clan plongé dans sa fureur. Dans un accès de rage, le chef de clan Muyuk serra si fort le poing qu'il brisa le pinceau. Il resta assis seul, plongé dans un silence empli de colère et d'impuissance. Pendant ce temps, Tang Gyung et So-hee avaient quitté ensemble la résidence principale. Remarquant que So-hee était encore sous le choc, Tang Gyung lui demanda doucement si elle allait bien. So-hee répondit avec un sourire forcé, mais maudissait secrètement son père irresponsable. Tang Gyung sourit, disant qu'il était juste de se mettre en colère et que dans ce monde, seuls les méchants survivent. Se sentant soutenu, So-hee se sentit un peu plus soulagé. Tang Gyung décida que la séance d'entraînement d'aujourd'hui n'avait plus de sens et l'invita à se promener. Il lui proposa une excursion à la montagne arrière, un lieu qui évoquait de nombreux souvenirs. So-hee accepta joyeusement, son visage s'illumina. En un clin d'œil, Tang Gyung l'avait emmené à destination et lui dit d'ouvrir les yeux. So-hee fut stupéfaite devant une magnifique petite forêt ornée d'innombrables fleurs éclatantes. Elle s'écria joyeusement qu'elle adorait cet endroit tandis qu'il se promenait dans ce paysage idyllique. Tang Gyung trouva un endroit pour se reposer au pied d'un arbre et appela So-hee près de lui. Il versa un liquide verdâtre dans un bol et l'invita à boire. So-hee fut stupéfaite de réaliser qu'il venait d'utiliser son énergie interne pour faire bouillir l'eau instantanément. Elle demanda curieusement s'il pouvait geler l'eau comme avec l'art de la glace. Sans avoir recours à l'art de la glace, Tang Gyung gela facilement son propre bol d'eau, étonnant So-hee. Il promit de lui enseigner plus tard, mais So-hee restait sceptique, sachant que c'était une compétence des plus grands maîtres. Tang Gyung la regarda avec un air sérieux, réaffirmant sa promesse de l'instruire. Tang Gyung dit que maintenant qu'il savait que So-hee portait le sang de la famille Tang, il ne pouvait pas laisser son talent être gaspillé. Il déclara qu'il lui enseignerait l'art du poison, et que le processus serait beaucoup plus rapide car elle n'aurait pas à souffrir après avoir ingéré du poison comme les autres. Cependant, il avertit So-hee de garder son statut de servante jusqu'à ce qu'elle puisse se protéger, surtout face à la troisième épouse perfide de Muyuk. So-hee fut stupéfaite, elle ne pouvait pas croire que le chef de clan ait 3 épouses. Tang Gyung confirma cela et demanda si elle ne les avait jamais rencontrées,
Sohaye répondit qu'elle ne se souvenait de rien. Il la rassura en disant qu'il était compréhensible qu'elle ne sache pas, étant donné sa vie isolée et son amnésie. Dang Jung commença la première leçon, expliquant que la famille Tang était la puissance dominante du Sichuan, mais devait également faire face à deux autres grandes forces, Qin Sheng et Emei. Il demanda comment éviter d'être opprimé par ces deux forces, puis suggéra lui-même de renforcer leurs forces militaires. Dang Jung sourit, loua cette méthode comme étant bonne, mais pas la plus importante. Il traça une carte sur le sol et souligna que l'essentiel était d'étendre l'influence du clan dans le Sichuan. Soyi devina rapidement que la méthode principale était par le biais de mariages politiques, et Dang Jung loua son intelligence. Il commença à présenter la première épouse du chef de clan, Zhuge Moran, la fille chérie de la famille Zhuge. La deuxième épouse venait de la famille Peng, la fille unique de la puissante guilde marchande Baekpu. Et la troisième épouse venait de la famille Qiao, la fille d'un grand magnat du Hunan, qui contrôlait la majeure partie des céréales et du coton. Après avoir dessiné un schéma des relations, Dang Jung demanda à Soye ce qu'elle en déduisait. Soa y déduisit pensivement que le mariage avec la famille Zhuge était une alliance politique pour maintenir l'équilibre des pouvoirs. Elle continua en analysant que les deux autres mariages visaient à assurer les ressources financières, les fournitures et le contrôle des flux de marchandises. Dang Jung confirma avec satisfaction que sa déduction était tout à fait exacte, mais avertit que les autres clans étaient tout aussi calculateurs qu'eux. Il révéla que les trois épouses du chef de clan avaient tout un objectif commun dans la vie, placer leur propre enfant sur le trône et s'emparer du pouvoir de la famille Tang. Soye réalisa soudain que le problème n'était pas son existence, mais le fait qu'elle était devenue la disciple du grand ancien, la transformant en cible dans cette lutte de pouvoir. Dang Jung but calmement une gorgée de thé, rassurant Soyi que tant qu'il serait là, personne dans la famille Tang ne pourrait la toucher. Soyi pensa en son fort intérieur qu'elle dépendait entièrement de cet homme. Dang Jung s'éclaircit la gorge, changea de sujet pour parler des études et lui demanda combien de parties du classique des 1000 caractères elle avait appris. Il la réprimanda pour sa lenteur, soulignant qu'un membre de la lignée directe devait maîtriser l'écriture. Soyi fut stupéfaite, elle pensait qu'il suffisait d'apprendre l'art du poison. Dang Jung expliqua sa philosophie, disant que toutes choses proviennent d'une même source, et pour celui qui comprend, le poison et la médecine ne sont pas différents. Il conclut que pour utiliser correctement l'art du poison, il fallait d'abord maîtriser l'art de guérir. Soyi admit en son fort intérieur qu'il avait raison, mais n'avait aucune envie d'étudier. Voyant son expression, Dang Jung interpréta à tort son expression comme de l'inquiétude, et décida qu'il devait l'aider à maîtriser rapidement les connaissances. Il se leva soudainement, déclarant qu'il n'y avait pas de temps à perdre en jeu et qu'il devait retourner étudier immédiatement, même si Soyi voulait encore admirer les fleurs. Malgré elle, Soyi afficha un sourire radieux, faisant semblant d'être impatiente d'aller étudier immédiatement. Tous deux marchèrent ensemble sur le chemin pavé. Dang Jung, entraînant Soye, lui dit que c'était leur way et qu'il restait encore amplement de temps pour étudier le classique des 1000 caractères. Soyi fut secrètement étonné qu'il puisse connaître l'heure exacte en regardant simplement l'ombre du soleil, et se demanda si elle devait lui demander de lui apprendre aussi à lire un cadran solaire. Soudain, Dang Jung s'arrêta brusquement avec un air sérieux. Il dit à Soyi d'aller devant, et qu'il irait se promener un instant et reviendrait plus tard. En attendant, Soye décida d'aller préparer le déjeuner pour lui. Elle disposa soigneusement un repas somptueux sur la table. Quand Dang Jung revint, Soyi l'invita joyeusement à manger, pensant qu'il avait faim. Cependant, Dang Jung tendit une feuille de papier et demanda si Soyi l'avait fait tomber devant la porte de sa chambre. Soyi fut surprise de voir une bourse d'argent et une lettre apparaître soudainement. Elle demanda curieusement à Dang Jung le contenu de la lettre lorsqu'il la prit pour la lire. À peine eut-il fini de lire que le regard de Dang Jung devint immédiatement glacial. Avant que Soye n'ait eu le temps de demander ce qu'il se passait, la lettre s'enflamma violemment. Dang Jung avertit Soye de ne pas lire de telles ordures, ce qui la laissa secrètement perplexe. Soye réalisa que cette flamme était la vraie flamme Samadhi et admira qu'elle ait tout brûlé sans laisser la moindre cendre. Dang Jung déclara d'une voix sévère qu'il ferait savoir à l'enfant de la famille Namgung de ne pas escalader imprudemment les murs pour pénétrer sur le territoire d'un autre clan. Soye acquiesça, devinant en son fort intérieur que la lettre avait été laissée par Namgung Gui. Elle pensa en secret que Dang Jung avait lui-même escaladé des murs alors qu'il était celui qui avait installé les mécanismes. Comment pouvait-il blâmer les autres? Dang Jung répondit aux pensées de Soye, disant qu'il avait vécu toute sa vie dans la famille Tang et en connaissait donc tous les recoins. Il affirma avec confiance qu'il pouvait lire les pensées des autres rien qu'en les regardant. Dang Jung confirma que la bourse d'argent appartenait à Soyi, c'était l'argent des gâteaux de riz qu'elle avait prêté à Namgung Hui. Puis il demanda soudainement et directement, « Soyi, aimes-tu l'enfant de la famille Namgung ?» Soyi sursauta, nia précipitamment et dit que personne n'aimerait un gamin pareil. Elle expliqua maladroitement qu'elle préférait quelqu'un d'un peu plus âgé. En entendant cela, Dang Jung devint soudainement d'une joie inhabituelle et les pressa d'aller manger ensemble. Cette nuit-là, Soye retourna dans sa chambre avec de nombreux objets déjà préparés. Elle avait l'intention de partager le thé et les collations avec Songji. À peine arrivée à la porte, elle fut arrêtée par Songji, le visage plein d'inquiétude.
Sonji saisit la main de Soyi, la réprimandant d'avoir disparu toute la journée sans un mot. Sonji raconta en sanglotant ses inquiétudes, disant qu'elle avait imaginé toutes sortes de choses terribles arriver à Soyi. Soyi s'excusa rapidement, tandis que Sonji essuya ses larmes, disant que tant qu'elle était en sécurité, c'était tout ce qui comptait. Sonji demanda avec sollicitude si Soyi était blessée quelque part, et fut invité par celle-ci à boire le thé offert par l'ancien Dang Jung. Réalisant qu'il s'agissait du ramen Xingcha, Sonji fut extrêmement surprise, tandis que Soye dit que ce n'était que des restes et l'invita à manger plus de gâteaux Xiubing. Toujours stupéfaite, Sonji alla joyeusement préparer l'eau pour infuser ce précieux thé. Pendant ce temps, Soye regarda autour de la pièce, l'air perdu, sentant que quelque chose était différent. Elle réalisa que la literie avait été changée, se souvenant de l'explication selon laquelle Madame Jin l'avait fait. Sonji dit avec remords qu'elle était restée éveillée toute la nuit juste pour lui annoncer cette nouvelle, ce qui fit que Soye s'excusa sans cesse. En commençant à verser le thé, Sonji demanda sérieusement à Soye ses projets d'avenir. Elle exprima son inquiétude, racontant la rumeur selon laquelle les nouvelles servantes s'appelées par l'ancien Tang Yung disparaissaient sans laisser de traces. Soye se souvint soudain du regard de Dang Yung, devinant qu'il ne faisait que chercher des espions. Elle rassura Sonji que tout irait bien, pensant en secret qu'elle n'était pas une espionne mais une membre du lignage de la famille Tang. Les pensées de Soye se tournèrent vers les demi-frères et sœurs qu'elle allait bientôt devoir affronter. Elle demanda alors à Sonji à propos du jeune patriarche, et reçut la réponse que c'était un bon à rien. Sonji avertit Soye de garder un secret absolu sur ce qu'elle allait dire. Elle décrivit le jeune patriarche comme quelqu'un de stupide et laid, avec une personnalité ignoble et qui abusait constamment des serviteurs. De plus, bien qu'il ait été entraîné pendant 5 ans par le commandant de l'unité Nuage Noir, ses arts martiaux étaient inférieurs à ceux du 3e jeune maître, qui avait 4 ans de moins que lui. Sonji soupira, craignant que s'il devenait le patriarche, la secte Tang s'effondrerait, et qu'elle devrait aller chercher du travail dans une auberge. Soye se demanda comment une telle personne pouvait devenir le jeune patriarche, et Sonji révéla qu'au début, le patriarche n'avait pas l'intention de le choisir. Sonji expliqua que le jeune maître Yun, le fils de la grande madame Zhuge, souffrait de la maladie des méridiens rompus. Sonji raconta que le patriarche avait épousé la 2e madame parce que la grande madame n'avait pas pu donner de successeur après 3 ans, et cette nouvelle madame avait donné naissance à son premier fils. Elle ajouta que la 3e madame avait même 2 fils et une fille, ce qui devait être très douloureux pour Madame Zhuge, qui n'avait que le jeune maître Yun. Soye écouta en silence, méditant sur la triste histoire des femmes dans le monde des arts martiaux. Sonji remarqua avec irritation que c'était être pour cela que le jeune maître Seo, le fils de la 2e madame, était un idiot qui ne savait que s'appuyer sur son frère, le jeune patriarche. Soye fut stupéfaite de réaliser qu'elle avait trop de frères et sœurs et se demanda pourquoi ils avaient eu tant d'enfants. Sonji changea soudainement de sujet, demandant à Soye si elle comptait étudier aujourd'hui. Soye sursauta à la question inattendue. Dans une suite de pensées, Sonji se demanda pourquoi quelqu'un qui détestait étudier comme Soye était si assidu, et celle-ci admit que c'était sur ordre de l'ancien. Sonji dit à Soye d'étudier environ 1 heure puis d'aller dormir, et qu'elle irait se reposer avant elle. Soye, pleine de détermination, se dit qu'elle devait savoir lire et décida d'apprendre le Qian Ziwen par cœur ce mois-ci. Mais après seulement 30 minutes, sa volonté s'était évanouie, et elle s'effondra sur la table, épuisée, tandis que Sonji dormait profondément. Après la rencontre avec le patriarche ce jour-là, le temps s'écoula à la famille Tang. L'ancien Tang Yung avait été absent de sa chambre pendant 2 jours. Pendant ce temps, Dang Yung se montra extrêmement irrité d'apprendre que le grand patriarche de la famille Peng était sur le point de rendre visite, mais il devait tout de même respecter le protocole. Soye ouvrit la porte de sa chambre, pensant en secret que même un grand ancien ne pouvait pas faire tout ce qu'il voulait. Elle décida que, étant seule aujourd'hui, elle sauterait le nettoyage pour étudier, mais s'arrêta soudainement. Woon était déjà dans la pièce. Il sourit et la salua en la voyant entrer. En voyant Woon clairement pour la première fois à la lumière du jour, Soye remarqua son apparence maladive et ses cheveux grisonnants, soupçonnant que c'était dû à la maladie des méridiens rompus. Elle eut soudain une pensée effrayante, quand ses cheveux seraient complètement blancs, ce serait aussi la fin de sa vie. Woon l'appela, tirant Soye de sa rêverie, elle se réprimanda pour ses pensées impolies puis l'informa que son grand-père était sorti, et il l'invita à s'approcher. Soye apporta joyeusement les livres, disant que son grand-père lui avait demandé d'aider Woon à étudier, et elle fut très surprise qu'il ait changé d'avis. Woon sourit pour la rassurer, disant qu'il ne la remettait pas en question, mais qu'il était simplement heureux de pouvoir désormais échanger des lettres avec Soye. Il proposa de voir où elle en était dans ses études, et Soye lui tendit docilement ses écrits. Woon commenta que l'écriture n'était pas mauvaise, mais Soye eut soudain un mauvais pressentiment. Quand Woon sourit et dit « Voyons tes compétences, Soye », son instinct lui hurla de s'enfuir immédiatement. Soye se remémora ses précédentes leçons avec Woon. Elle se rappela avoir un jour soupiré que Woon était vraiment incroyable. Chaque fois qu'elle se souvenait d'un caractère, il la proclamait le plus grand prodige du Sichuan, ce qui la mettait extrêmement mal à l'aise. Mais juste après,
Il lui montrait 7 traits mal écrits et la forçait à recopier chaque caractère incorrect 20 fois. Elle se rappela avoir fièrement montré son travail, et Woon avait d'abord loué son excellente écriture. Cependant, il se mettait ensuite à examiner chaque trait, lui demandant de réécrire des dizaines de fois jusqu'à la perfection. De retour à la réalité, So-hee demanda, épuisé, la permission de se reposer, mais Woon fit semblant de tousser et dit qu'il n'avait pas bien entendu. Alors qu'elle s'apprêtait à répéter que la séance de calligraphie était suffisante pour aujourd'hui, Woon toussa soudainement avec violence et vomit du sang. Il la rassura rapidement en disant qu'il allait bien, tandis que So-hee pensait en secret qu'il était impossible de ne pas s'inquiéter. Quelle matinée mouvementée. Ensuite, So-hee s'étira et se dit qu'au moins, les histoires de l'aîné étaient très intéressantes. Dans une pensée, Woon se rappela son grand-père Tang Yung le portant maladroitement sur son dos et admira en secret sa justice. Soudain, une voix retentit derrière elle, « Je me doutais que tu serais ici. » Namgung lui s'approcha, demandant à So-hee pourquoi elle n'était pas venue alors qu'elle avait reçu sa lettre, disant qu'il avait attendu très longtemps. So-hee, embarrassé, lui prit la main et expliqua, « Jeune maître, je ne sais pas lire. » Namgung lui était complètement stupéfait, ne pouvant que prononcer une question, « Pourquoi ?» So-hee expliqua qu'elle ne savait pas lire, et que l'aîné Tang Yung lui avait dit de ne pas escalader les murs car il y avait des pièges. Namgung lui accepta cette raison, mais il fut ensuite interrompu par l'apparition d'une autre personne. Woon apparut soudainement, demandant à Namgung Kui de quelle famille il était l'invité, ce qui embarrassa le jeune homme. Avec un sourire calme, Woon les invita tous les deux à entrer pour parler. So-hee et Namgung Kui sursautèrent tous les deux, et le jeune homme hoqueta d'anxiété avant d'accepter. À l'intérieur, Woon avait déjà préparé du thé et les invita tous les deux à s'asseoir à table. Woon demanda poliment à Namgung Kui si le thé était à son goût. Namgung Kui s'empressa de louer le thé, bien qu'il pensât en secret qu'il n'avait même pas touché à sa tasse. Woon sourit, révélant que c'était du thé des montagnes Meng du Sichuan, mais So-hee réalisa que ce sourire n'était pas joyeux du tout. Pris au dépourvu, Namgung Kui s'excusa avec embarras, tandis que Woon pensait en secret qu'il ne fallait pas escalader les murs des autres. Woon demanda directement à Namgung Kui de quelle famille il était l'invité pour le raccompagner, le mettant dans une situation délicate. So-hee pensa en secret que la manière de Woon de poser la question était typique de la famille Tang, comme s'il demandait « De quelle famille es-tu » Pendant ce temps, Namgung Kui pensa avec irritation que Woon lui-même s'était introduit sans permission dans la résidence du grand aîné suprême. Pour éviter les ennuis, So-hee décida d'intervenir, elle posa sa tasse de thé et dit à Woon de ne pas se fâcher. So-hee déclara soudainement que c'était elle qui avait invité Namgung Kui, ce qui fit que Woon se tourna vers elle, stupéfié. Elle expliqua que Namgung Kui était son amie et qu'elle l'avait invité à venir jouer car elle pensait que son grand-père était absent. So-hee prit toute la faute sur elle et dit que si Woon voulait la réprimander, il devait la réprimander elle. Woon, surpris, lui demanda simplement, « Tu as des amis ?» Elle inventa rapidement une histoire, disant qu'ils s'étaient rencontrés par hasard quelques jours auparavant, avaient fait le marché ensemble et étaient devenus amis. Woon la regarda avec un air incrédule, demandant à nouveau avec scepticisme, « Vraiment ?» So-hee rit nerveusement, se tourna pour presser Namgung Kui de confirmer l'histoire, et le jeune homme acquiesça en bégayant. Woon soupira, disant qu'il avait mal compris et qu'il pensait qu'un étranger dérangeait So-hee, tandis que Namgung Kui demanda instamment la permission de partir immédiatement. Namgung Kui se leva précipitamment, et So-hee se leva aussi, disant qu'elle l'accompagnerait dehors puis reviendrait. Woon acquiesça, mais sa main serra si fort qu'elle brisa la tasse de thé. Avec un sourire, Woon dit à So-hee de revenir bientôt. Une fois dehors, So-hee rit nerveusement avec Namgung Kui, disant que Woon n'était qu'une mouche bourdonnante. Elle poussa Namgung Kui et pensa en secret que ce jeune homme était aussi assez colérique. Dans la pièce, Woon était assis seul, une aura de serpent bleu s'enroulant derrière lui alors qu'il pensait s'être trompé sur la gentillesse de l'autre. So-hee et Namgung Kui marchèrent ensemble sur le chemin pavé. So-hee pensa en secret que Namgung Kui devait être très choqué, car c'était la première fois qu'il sortait et qu'il se faisait réprimander par l'aîné de quelqu'un d'autre. Elle sourit doucement, estimant que c'était une précieuse leçon pour lui. Namgung Kui s'arrêta soudainement et remercia So-hee. Il expliqua qu'il était reconnaissant qu'elle l'ait accepté comme amie, sinon la réputation de la famille Namgung aurait été ruinée si quelqu'un l'avait découvert ici. So-hee lui dit de ne pas faire d'erreur à l'avenir et se reprocha d'avoir été trop excitée sans réfléchir attentivement. Elle s'excusa sincèrement de l'avoir brusquement amené ici, sans considérer sa situation. Namgung lui répondit qu'il n'y avait pas besoin de le remercier, car elle s'était déjà excusée, donc tout allait bien. Il mentionna la lettre avec embarras, disant qu'elle n'était pas importante et lui dit de l'oublier. So-hee répéta sans détour qu'elle ne savait pas lire, donc même s'il écrivait une lettre, elle ne pourrait pas la lire. Namgung lui demanda, surpris, pourquoi, car ses mains étaient clairement couvertes d'encre, ce qui fit que So-hee réalisa, stupéfaite, qu'elle avait été démasquée. Le jeune homme la taquina avec amusement, disant qu'elle ressemblait exactement à quelqu'un qui tenait un pinceau pour la première fois, ce qui fit que So-hee, agacé, lui demanda de se taire. Complètement humilié,
Soye ne put que le supplier d'oublier cette histoire. Namgung lui insista pour que Soye sache lire et écrire afin de répondre à ses lettres. Soye fut stupéfaite par sa demande, tandis qu'il déclara nonchalamment qu'elle apprendrait bien assez tôt. Le garçon lui fit joyeusement signe de la main pour lui dire au revoir, lui disant de prendre son temps pour apprendre et d'envoyer une réponse plus tard. Soye grommela, agacé, se plaignant que le gamin faisait toujours ce qu'il voulait. Namgung lui sourit radieusement, promettant avec confiance de lui envoyer une lettre bientôt. Finalement, le premier jour tant attendu de l'assemblée des 5 grands clans arriva. Soye pensa en elle-même, même si l'aîné lui avait dit de ne pas attirer l'attention. Elle fut affectée à la salle de banquet principale, où tous les invités se rassembleraient. Madame Jin la rassura en disant qu'elle ne voulait que son bien, mais Soye craignait d'être découverte par son père. Madame Jin donna des instructions strictes aux servantes, exigeant qu'aucun objet ne soit mal placé. Soye se dit que si elle se cachait bien, elle pourrait être évitée d'être vue. Soudain, elle réalisa que la chef du groupe de servantes Simiyang travaillait également ici et la fusillait du regard. Cette personne se détourna silencieusement après lui avoir jeté un regard désagréable. Soye claqua la langue d'agacement face à l'attitude de l'autre. Elle écarta rapidement son agacement, se rappelant qu'elle devait trouver un endroit où se cacher. Les invités de marque des grands clans commencèrent à entrer dans la salle de banquet. Soye trouva une cachette discrète juste devant le pilier, près des sièges de la famille Muron. Soudain, une voix familière appelant « Frère Woon » la fit sursauter. Woon apparut avec une fille nommée Jui, qui déclara joyeusement qu'elle se sentait mieux grâce à son inquiétude. Woon sourit doucement en entendant ces mots. Woon se tourna vers Jui, sourit et dit qu'elle devait avoir compris sa situation. Soye pensa en elle-même que c'était sa demi-sœur, Tang Jui, et la jugea comme une jeune demoiselle gâtée. Cependant, elle se dit rapidement qu'elle ne connaissait pas vraiment la véritable personnalité de Jui. Soudain, une jolie petite fille aux cheveux blonds vint demander à s'asseoir à la même table, faisant penser à Soye que les rumeurs concernant la famille Murong ayant des étrangers étaient vraies. Soye invita poliment la petite demoiselle à s'asseoir, et la fillette la remercia joyeusement. Un homme d'âge moyen s'approcha, appelant affectueusement la fillette « Yéyé ». L'homme, qui était le père de la fillette, demanda pourquoi sa fille n'acceptait pas son aide. La fillette répondit avec audace qu'une enfant de 8 ans pouvait s'asseoir seule sur une chaise, et que son nom n'était pas Yéyé. La fillette nommée Soye demanda à son père de ne pas l'appeler par son surnom en public afin d'éviter d'être ridiculisé comme un père trop gâtant. Son père, Murongi, ne fut pas du tout dérangé et embrassa même affectueusement la joue de sa fille, faisant réaliser à Soye qui ils étaient. Soye confirma que c'était bien Murongi, le chef d'une branche collatérale, et sa fille unique Murong Soye, qu'il chérissait par-dessus tout. Voyant Tang Yung et Woon passer, Soye compara un instant le père aimant Murongi à son propre père. Soudain, la voix de Tang Yung résonna dans sa tête, lui ordonnant de rester immobile et d'éviter d'être vu par Muyuk. Soye tressaillit car elle eut l'impression qu'une voix lui transperçait la tête, et Tang Yung expliqua que c'était de la télépathie, lui disant de ne pas répondre. Lorsque Tang Yung la réprimanda pour avoir accidentellement répondu, Soye se figea d'étonnement. À ce moment-là, Murong Soye se leva soudainement, pointa du doigt et déclara qu'elle épouserait cette personne de la famille Tang. La déclaration de la fillette fit se retourner les personnes autour d'elle, stupéfaites. Murong-ji resta sans voix face aux actions de sa fille. Tang Jung, qui venait d'être désigné, se retourna également avec une expression complètement ahurie. Murongi expliqua hâtivement que c'était le grand aîné de la famille Tang, mais Soye demanda innocemment s'il existait une loi interdisant le mariage avec un grand aîné. Murong, Soye déclara avec audace que les humains ne vivaient pas 1000 ans, donc l'âge n'était pas un problème, ce qui fit que son père appela frénétiquement le nom de sa fille. Tang Yung, l'air fatigué, conseilla à la jeune demoiselle Murong de choisir un autre enfant comme mari. Murong Soye refusa catégoriquement, affirmant que tous les autres ressemblaient à de vieux hommes, ce qui fit que les invités alentours se couvrirent la bouche pour rire. Un homme costaud nommé Peng Rak éclata de rire, taquinant Tang Yung d'avoir été choisi par une enfant de 8 ans. Tang Yung fronça les sourcils de colère tandis que Peng Rak continuait de se moquer, disant qu'il n'avait jamais vu une telle chose de sa vie. Peng Rak continua de rire de bon cœur, se moquant du mariage tardif de Tang Yung. Soudain, Peng Rak devint sérieux et lança une grande aiguille vers Tang Jung. Tang Jung attrapa facilement l'aiguille, répondant froidement à la question indignée de Peng Rak que ce n'était qu'un salut. Les deux s'assirent à table. Tang Jung s'enquit de la situation, et Peng Rak répondit avec humour qu'il était occupé à préparer son propre cercueil. Tang Yung versa du vin, le taquinant en retour qu'il préparait une table d'offrande pour lui, et Peng Rak acquiesça joyeusement. Un fonctionnaire s'éclaircit la gorge, attirant l'attention de toute la salle de banquet. Le fonctionnaire déclara solennellement le banquet officiellement ouvert, invitant chacun à en profiter. La scène chaotique fut résumée, Peng Rak réclamait du vin, Murong Soye réclamait le mariage, et son père était sans voix. Soye observa de loin, se demandant pourquoi un événement aussi solennel était devenu si chaotique. En regardant la scène de la famille Tang, Soye décida d'abandonner l'idée d'essayer de comprendre ce qui se passait. À cet instant précis, son fil de pensée continua.
Soyi se dirigeait vers le pavillon du grand aîné avec les deux aînés, Tang Yung et Peng Grak. Elle était secrètement reconnaissante à l'aîné Tang Yung de l'avoir fait sortir, mais aussi inquiète car cette action était trop voyante. Tang Yung demanda à Peng Grak s'il le menait à un trou à poussière, mais Peng Grak répondit que Soyi l'avait déjà entièrement nettoyé. Peng Grak se retourna pour regarder Soyi, lui demandant qui elle était, ce qui surprit Soyi car quelqu'un comme lui se souvenait du nom d'une servante. Tang Yung plissa les yeux en pensant à Soyi. Dans sa tête, il se demanda si elle était la petite fille de Joyeon, mais écarta l'idée à cause de sa tenue de servante. S'adressant à Peng Grak, Tang Yung admit que même si Soyi n'avait aucun lien avec Joyeon, elle lui ressemblait trait pour trait. Peng Grak acquiesça, racontant qu'il avait même vérifié le visage de Soyi pour voir si ce n'était pas un masque, et remarqua qu'ils étaient désormais les seuls à se souvenir de Joyeon. Alors que Tang Yung pensait en secret être le seul à se souvenir de Yeon, Soyi se demanda, confuse, qui était Joyeon. Peng Grak réprimanda son ami, qualifiant cette obsession de mauvaise habitude, ce qui fit demander à Tang Yung, vexé. Peng Grak avertit, ne projette pas l'ombre des morts sur les vivants, mais Tang Yung le nia. Le poids de leur conversation s'abattit, et une expression d'horreur apparut sur le visage de Soyi. Peng Grak continua d'interroger, demandant pourquoi Tang Yung gardait une enfant qui ressemblait trait pour trait à sa sœur décédée, Joyeon. Soyi arriva à une conclusion douloureuse, c'était la raison pour laquelle il l'avait acceptée comme disciple. Elle se rappela les mots de Tang Yung, disant que ses pleurs ressemblaient aussi à ceux de Joyeon, ce qui renforçait son sentiment qu'il voyait toujours quelqu'un d'autre en elle. L'idée qu'elle n'était qu'un substitut pour sa sœur disparue, une explication à sa gentillesse inhabituelle, la plongea dans le désespoir. Remarquant sa détresse, Tang Yung dit sèchement à Peng Grak d'arrêter de dire des bêtises devant l'enfant. Peng Grak adoucit rapidement sa voix, tandis que Tang Yung marmonnait avec irritation à propos de la langue trop pendue de son ami. Pour détendre l'atmosphère, Peng Grak appela « Soyi, viens ici ». Elle répondit doucement oui puis s'approcha. Une aura bleue émana de la main de Tang Yung. Quand il posa sa main sur le dos de Soyi, Peng Grak lui demanda s'il allait faire un grand discours. Tang Yung révéla alors la vérité à son ami, Soyi était la plus jeune fille de Muyuk et sa propre petite fille. Complètement choqué et honteux, Peng Grak s'inclina immédiatement pour s'excuser auprès de Soyi de son mauvais comportement. Soyi, surprise et confuse, agita rapidement la main en disant que ce n'était rien. Peng Grak, tout en touchant ses cheveux, médita sur le fait que le lien du sang était vraiment mystérieux, puis confirma son nom, Soyi. Il posa sa main sur la tête de Soyi, promettant qu'un jour il organiserait un grand banquet pour elle au sein du clan Paeng afin de s'excuser. Tang Yung écarta brusquement la main de Peng Grak, criant pourquoi il osait tirer les cheveux de la précieuse petite fille d'autrui, laissant Peng Grak stupéfait. Soyi força un sourire pour le rassurer, disant qu'elle allait bien. Tang Yung prit la main de Soyi, lui disant doucement de l'accompagner. Il promit qu'à leur retour, grand-père lui raconterait l'histoire de cette personne nommée Yeon. Soyi obéit docilement, le cœur rempli de questions. Laissé derrière, Peng Grak les regarda s'éloigner et se dit qu'il était être vraiment devenu vieux. Il se frappa légèrement la poitrine, se plaignant qu'un peu de viande lui pesait déjà sur le cœur. Peng Grak décida d'aller se promener seul, tandis que Tang Yung remarqua que tout le monde s'écartait pour lui faire place. Alors qu'il marchait sur le chemin désert, Tang Yung demanda à Soyi si elle était curieuse à propos de Joyeon, et elle admit que oui. Il commença à raconter que Joyeon était sa sœur aînée, décédée à l'âge actuel de Soyi, ce qui la laissa stupéfaite. Dans le flashback, Joyeon apparut comme une enfant talentueuse, audacieuse et un peu effrontée, avec toutes ses pensées lisibles sur son visage, exactement comme Soyi. Tang Yung expliqua que, le mariage de Joyeon ayant été arrangé dès sa naissance, elle n'avait pas été initiée aux arts martiaux du clan Tang. Soyi s'exclama, stupéfaite, à propos des fiançailles dès le stade fœtal, et Tang Yung confirma que c'était une union importante. Il ajouta qu'étant donné qu'elle deviendrait une étrangère après le mariage, Joyeon avait appris que des techniques internes de base, mais bien sûr, elle n'avait pas abandonné. Les souvenirs affluèrent, montrant la jeune Joyeon suivant Tang Yung tous les jours, le suppliant de lui enseigner l'art des poisons. Tang Yung termina l'histoire avec regret, admettant qu'à cause de son idée stupide de ne pas enfreindre les règles du clan, il n'avait pas pu réaliser ce souhait pour sa sœur. Tang Yung raconta qu'à l'âge de 16 ans, Joyeon avait dû quitter le clan pour un mariage politique. Puis un jour, il reçut une lettre. La mauvaise nouvelle annonçait que sa sœur était décédée en accouchant. Ni la mère ni l'enfant n'avaient survécu. Il était tourmenté car, à l'époque, il parcourait le Gyeonggu et avait appris la nouvelle trop tard pour accompagner sa sœur dans son dernier voyage. Il regrettait, pensant que si Joyeon avait maîtrisé les arts martiaux, elle n'aurait être pas péri de manière si impuissante. De retour à la réalité, Tang Yung admit tristement que ce n'était que le regret persistant d'un vieil homme. Soyi murmura grand-père, lui retenant doucement la main. Les yeux embués de larmes, elle murmura des excuses pour avoir ravivé sa tristesse. Tang Yung la rassura en disant qu'elle n'avait aucune faute, que c'était lui qui avait créé cette situation. Il admit franchement qu'il l'avait initialement remarquée uniquement parce qu'elle ressemblait trop à Joyeon.
Il avait pensé que si Won avait eu une fille, cet enfant aurait probablement ressemblé à Soyi. Soyi comprit soudain, la raison pour laquelle il voulait lui enseigner les arts martiaux était qu'il voulait qu'elle ait une vie différente de celle de Won. Dong Yung affirma qu'une personne talentueuse gâchée par les règles du clan était déjà bien assez. Soyi l'étreignit, disant qu'elle allait bien et qu'il n'avait pas à se blâmer. Elle réfléchit, se disant qu'auparavant, elle l'avait traité comme un personnage de fiction. Soyi réalisa qu'aucun d'eux n'avait vraiment vu l'autre tel qu'il était. Dong Yung lui reprocha affectueusement sa gentillesse, mais Soye se contenta de sourire en réponse, disant qu'elle allait bien parce qu'il avait été honnête avec elle. Alors qu'il disait encore qu'il savait qu'elle avait été blessée, une silhouette apparut soudainement devant eux. Pengrak s'éloigna, disant que ce vieil homme voulait juste qu'elle vive librement, tandis que Dong Yung se moquait intérieurement de cette plainte. Se tournant vers Soye, Pengrak lui conseilla de ne pas se soucier de la cupidité de Dong Yung, de simplement l'écouter et de ne pas y prêter attention. Dans un échange imaginaire, Dong Yung menace de coudre la bouche de Pengrak, tandis que ce dernier le défie en disant que seul le fil de soie céleste pourrait y parvenir. Pengrak pose doucement sa main sur la tête de Soye et l'appelle enfant. Il se souvient soudain et prononce son nom avec respect, « Ah oui, ton nom est Soye ». Avec un sourire chaleureux, il lui conseille de ne pas se sentir redevable à cause des paroles de son grand-père. Il suffit de vivre une bonne vie, dit Pengrak, et Soye sourit sereinement. Dong Yung observe, réfléchissant en silence aux paroles de son ami, selon lesquelles il suffisait qu'elle grandisse bien. Dong Yung admet que Pengrak a raison, et Pengrak est d'accord pour dire que Soye n'a pas besoin de porter la mélancolie d'un vieil homme. Pengrak s'emporte de nouveau en pensée, maudissant la langue venimeuse de Dong Yung. Une fois l'histoire terminée, Pengrak déclare qu'il est temps de parler des choses sérieuses, ce qui fait que Soye demande, perplexe. Oui, une question très importante, affirme Pengrak avec assurance. La scène se déplace dans une pièce, Soye se demande quelle est cette tâche. Il s'avère que c'est un banquet de vin, où Dong Yung exhorte Pengrak à boire, car ils ne sont pas sortis juste pour rester silencieux. Dong Yung raille qu'il est étrange que dans ce repère de ratons laveurs, il n'y ait pas de vin empoisonné, ce qui pousse Pengrak à s'interroger sur la façon dont il appelle sa demeure. Pengrak grommelle que Dong Yung prépare toujours des herbes et concocte des poisons partout. Dong Yung prend un air sérieux, demandant à Pengrak de poser ce qu'il tient en main, voyant qu'il a des aiguilles empoisonnées près. Pengrak regarde Soye puis dit à Dong Yung qu'il semble qu'il ait déjà été gravement brûlé par les poisons de l'aîné. Soye pose le grill de fruits de mer sur la table et demande, plus important encore, comment va Woon? Y a-t-il des progrès? Dong Yung déclare tristement que la mère de Woon cherche désespérément un élixir, mais que les choses ne se passent pas bien, et que cela pourrait prendre 1 ou 2 ans. Pengrak demande alors s'il a déjà fait rencontrer le docteur Miracle Main Fantôme, à Woon. Dong Yung raconte que ce médecin est venu dans la capitale comme s'il allait accorder une faveur, mais qu'il s'est contenté de flâner. Il ajoute avec irritation que cette personne est partie subitement pour Muan la veille. Dong Yung explique que la règle du médecin est de ne pas s'impliquer dans les ennuis, et qu'Edewoon l'impliquerait dans la lutte de succession de la famille Tang. En entendant cela, Soye pense en elle-même que la profession de médecin dans ce monde est vraiment dure, pas différente de celle d'un voyou entraîné dans une bagarre. Elle essaie de fouiller sa mémoire, pensant qu'un médecin surnommé Main Fantôme devait au moins être mentionné quelque part dans le roman. Soudain, Soye se souvient d'un détail important. Elle se souvient que l'une des rencontres fortuites de Namgung lui était la grotte secrète du docteur Miracle Main Fantôme, située dans un lac au milieu d'une profonde vallée. Ce lac avait une particularité étrange, il se remplissait puis se vidait à chaque nuit de pleine lune. Selon l'œuvre originale, Namgung lui a plongé dans le lac à ce moment précis. Et il a trouvé l'entrée de la grotte secrète laissée par le médecin. Soye en déduit que dans le roman, Namgung lui n'a trouvé que des reliques, mais qu'aujourd'hui, ce médecin est être encore en vie. Une lueur d'espoir traverse son esprit, si c'est le docteur Miracle Main Fantôme, pourrait-il guérir les méridiens sectionnés de Woon? Mais elle se décourage ensuite en se souvenant des paroles de Pengrak, selon lesquelles les chances qu'il accepte de soigner sont très faibles. Une idée audacieuse surgit dans l'esprit de Soye, et si elle s'introduisait dans cette grotte avec l'aîné pour y voler quelque chose? Elle se souvient que Namgung lui avait collecté de nombreux élixirs rares et précieux, et que peut-être il y avait quelque chose qui pourrait aider Woon. Mais elle rejette rapidement l'idée, car si elle commettait un tel vol juste, elle serait de nouveau suspectée. De retour à la réalité, Soye soupire d'exaspération, et Pengrak remarque immédiatement, lui demandant pourquoi elle soupire. Dong Yung pense que Soye est triste à cause de Woon et lui dit d'aller étudier. Pengrak s'y oppose immédiatement, reprochant à Dong Yung de faire étudier Soye même un jour comme celui-ci. Il frappe la table et dit fermement à Soye de s'asseoir, qu'elle n'a plus besoin d'étudier. Soye hésite, surprise et ravie. Pengrak tire une chaise pour que Soye s'assoie tandis que Dong Yung acquiesce. Tout en caressant la tête de Soye, Pengrak remarque que les enfants de la famille Tang sont vraiment petits. Dong Yung avertit Pengrak d'y aller doucement et lui demande s'il se moque de lui, mais Pengrak le nie. Pour s'excuser, Pengrak dit qu'il va offrir un cadeau à Soye. Soye regarde, stupéfaite, ce que Pengrak est sur le point de lui donner.
Il lui tend une plaque d'argent gravée d'un tigre et explique que si elle a besoin d'aide, elle doit l'apporter à la famille Peng. So-yi prend la plaque tandis que Peng Rak ajoute que n'importe qui dans sa famille prendra soin d'elle en la voyant. Dong-Young s'interroge sur la générosité de Peng Rak, mais ce dernier estime que ce n'est rien comparé au fait d'avoir failli faire pleurer la petite fille de son ami. Dong-Young dit avec un sourire en coin que même si elle pleurait, il ne donnerait rien. Peng Rak soupire, disant à Dong-Young de faire ce qu'il veut. Dong-Young explique à So-yi que ce qu'elle a reçu s'appelle le jeton d'argent de réciprocité. Cette plaque d'argent est une promesse de rendre une faveur, valable 50 ans, et la famille Peng doit satisfaire toute demande. Peng Rak rit bruyamment, rappelant à So-yi qu'il ne peut être utilisé qu'une seule fois, elle doit donc l'utiliser judicieusement. So-yi remercie l'aîné avec un sourire éclatant. Ensuite, elle se tourne vers Peng Rak pour lui demander si elle peut lui poser une question, et il accepte joyeusement. So-yi demande curieusement pourquoi la plaque d'argent est gravée d'un tigre. Dong-Young exhorte Peng Rak à raconter à sa petite fille l'histoire de sa famille, mais ce dernier se moque de lui-même en disant que la famille Peng n'est qu'un groupe de rustres. Peng Rak écarte l'idée, disant qu'il n'y a pas de raison particulière à la gravure du tigre. Il explique que sa famille Peng est surnommée le « tigre du Hebei ». So-yi se demande si c'est un nom pompeux comme ceux des autres clans, tandis que Peng Rak dit qu'ils ont juste gravé le tigre pour impressionner. Dong-Young, agacé par l'explication superficielle, précisa que la raison résidait dans les arts martiaux de leur clan. Il révéla que de nombreuses techniques du clan Pa imitaient les mouvements d'un tigre féroce. Dong-Young ajouta même que le surnom de Peng Rak était l'empereur tigre. So-yi se montra admirative, tandis que Peng Rak, en s'éclaircissant la gorge, se vanta d'avoir été redoutable en son temps. Dong-Young saisit l'occasion et proposa de raconter quelques histoires de jeunesse de son frère d'armes, ce qui fit sursauter So-yi en réalisant la situation. La jeune fille transpira à grosses gouttes tandis que Peng Rak posait fièrement, se préparant à un long récit de son glorieux passé. So-yi inventa rapidement un prétexte pour s'échapper en disant qu'elle voulait étudier, mais Peng Rak avait déjà commencé son histoire, remontant 120 ans en arrière. Dong-Young se contenta de siroter son vin en silence, pensant que la jeune fille n'avait aucune échappatoire. Se souvenant de la faveur qu'elle venait de recevoir, So-yi accepta son destin, décidant d'être une petite fille obéissante. Pendant ce temps, ailleurs, la chef du groupe de servantes Shenyang jeta violemment son foulard, se moquant de quelqu'un qui se vantait dans la salle de banquet. Elle serra les dents et traita So-yi d'hypocrite, utilisant sa beauté pour s'élever. Elle se rappela qu'auparavant, So-yi n'était qu'une servante qui n'osait pas la regarder en face. La chef du groupe Shenyang imaginait amèrement So-yi vivre une vie de luxe si elle épousait un jeune maître. Sa fureur atteignit son paroxysme en pensant que tout le monde était en train d'entourer Un. La chef du groupe Shenyang grinça des dents, se sentant extrêmement mal à l'aise. Pendant ce temps, So-yi entra à contre-cœur dans la salle de banquet, souhaitant secrètement travailler ailleurs aujourd'hui. Mais elle fut de nouveau envoyée ici, portant un plateau de thé avec un sourire forcé. So-yi jeta un coup d'œil autour d'elle, une pensée lui traversa l'esprit. Elle se demanda si la raison pour laquelle Madame Jin la convoquait constamment ici n'était pas pour lui trouver un mari. So-yi était sceptique, pensant que Madame Jin la surestimait, car aucun jeune maître n'épouserait une servante. Soupirant, elle décida de mettre cette pensée de côté et se dirigea vers la table de Namgung-gui. Elle offrit respectueusement la tasse de thé au jeune maître. Namgung-gui sourit radieusement, l'exhortant à remplir rapidement la tasse. So-yi pensa que le garçon semblait encore plus excité que d'habitude et versa rapidement le thé. Elle comprit soudain la raison en jetant un coup d'œil vers une scène rare. Là, Moyong-gi sanglotait d'émotion à côté de Dong-Jung et de sa petite fille. Soudain, Moyong-soi déclara d'une voix forte, « Vénérable ancien suprême, épouse-moi. » Dong-Jung soupira en refusant, mais la petite fille demanda immédiatement la raison et énuméra les avantages de l'épouser. La petite fille se vanta avec assurance d'être jeune et jolie, ce qui fit rire Peng Rak et les invités, tandis que Moyong-gi, embarrassé, demanda l'âge de sa fille. Moyong-soi répondit joyeusement qu'elle avait 8 ans. Dong-Young sourit et demanda à son tour, « Alors, sais-tu quel âge j'ai ?» La petite fille agita la main avec détermination, déclarant que l'âge n'était pas un problème en amour. Moyong-ji ne put que regarder sa fille impuissant, tandis que Dong-Jin lui conseilla de laisser faire, car la petite fille oublierait dans quelques années. Moyong-gi craignait que sa fille ne veuille toujours se marier à l'avenir, il songea même à s'isoler pour y échapper. Au milieu de cette scène chaotique, So-yi ne put que regarder tandis que Namgung-gui semblait extrêmement amusé. À une autre table, Jui buvait quand elle s'arrêta brusquement. Elle balaya la salle de banquet du regard, remarqua l'absence de Woon et commença à observer l'épouse du chef de clan. Son regard s'arrêta sur un jeune maître de son âge, qu'elle devina être Seo. So-yi se tenait derrière, pensant amèrement à l'injustice d'avoir le même père, l'un étant un jeune maître et l'autre une servante. Soudain, Namgung lui tira légèrement sa manche. Le garçon sourit radieusement, invitant So-yi à s'asseoir de peur qu'elle ne se fatigue les jambes. So-yi agita la main avec panique pour refuser, pensant que la proposition du jeune maître pourrait lui causer de gros problèmes. Voyant cela, Namgung lui afficha immédiatement un air triste, laissant So-yi perplexe quant à la raison pour laquelle il était blessé par son refus.
Le père de Namgung lui prit froidement la parole, disant que s'il s'asseyait à côté de son fils, ce serait lui qui devrait verser du sang. Un cri de colère retentit avec le bruit d'une table qui se brisait, faisant sursauter Soyi face au chaos incessant de la fête. Un jeune homme nommé Tang Yongui saisit Seo par le col, lui donnant des conseils empreints d'un sarcasme implicite. Yongui ricana, feignant l'innocence en demandant pourquoi Seo était en colère alors qu'il ne faisait que citer les anciens. Seo rugit, dénonçant l'intention de Yongui qui insinuait qu'il n'était pas digne de sa position de jeune maître et qu'il devrait se retirer. Le chef de clan Muyuk apparut, ordonnant d'une voix forte à Tang Yongui de lâcher prise immédiatement. Malgré l'ordre, Yongui serra encore plus fort sa prise et appela Seo un gamin d'une voix rauque. De loin, un homme mystérieux portant des lunettes observait silencieusement la scène derrière son éventail en papier. L'homme abaissa son éventail, interrogeant froidement le chef de clan Muyuk sur le chaos ambiant. Au milieu du tumulte, l'oncle de Tang Yokang prit la parole, suggérant de ne pas transformer une affaire d'enfant en un problème majeur. Le chef de clan Muyuk serra les dents, réprimant sa colère face à cette scène humiliante. Il s'excusa alors au nom de son neveu, d'une manière forcée. L'oncle mystérieux observait silencieusement la scène derrière son éventail en papier. Pendant ce temps, un jeune maître de la famille Zuge soupira intérieurement, déçu par le manque de contrôle des autres jeunes maîtres et inquiet pour l'avenir de son clan. L'oncle appela son neveu Yokang et lui rappela de ne pas créer de problème, mais Yokang répondit nonchalamment que c'était un malentendu. Yokang ricana, disant qu'il ne faisait que discuter des classiques avec l'autre jeune maître. Le chef de clan Muyuk ironisa en disant que le jeune maître Zuge devait être très érudit. Il continua son avertissement implicite, espérant que cette personne agirait plutôt que de prononcer des paroles troublantes. Tang Yokang joignit les mains, feignant la déférence, et dit qu'il se souviendrait des enseignements du chef du clan Tang. Ensuite, lui et son oncle se tournèrent vers les invités, présentant leurs excuses pour le désordre causé. Témoin de cette mascarade, Soye fut secrètement stupéfaite par l'attitude effrontée de Tang Yokang. L'oncle de Tang Yokang se tourna vers Muyuk, se plaignant que si sa propre famille avait un jeune maître qui lui donnait du fil à retordre, cette famille-ci avait un neveu. L'ambiance de la fête était complètement gâchée, les invités commencèrent à se plaindre et à partir. Contrairement à tout le monde, Soye se réjouissait secrètement, espérant que la fête se terminerait bientôt. Le jeune maître Zuge jeta un coup d'œil à Soyi et lui rappela silencieusement de se comporter correctement, mais Soyi ne pensait qu'au fait qu'elle devait rester debout tandis que les autres étaient assis. Namgung lui était assis à la table du banquet, l'air pensif et légèrement surpris. Son père le remarqua et lui demanda ce qui n'allait pas, mais Namgung lui répondit simplement que ce n'était rien. Immédiatement après, Namgung lui se leva, prétextant vouloir aller aux toilettes pour quitter la table. À la demande de Namgung lui, Soye commença à le guider. Alors qu'il passait, Dan Young suivit du regard la silhouette de Namgung lui. Il observa silencieusement les deux enfants quitter la salle de banquet. Une fois dans la cour extérieure, Namgung lui continua d'avancer résolument. Soyi, confuse, le rappela, disant que les toilettes étaient dans une autre direction. Namgung lui se retourna et dit nonchalamment qu'il n'avait plus besoin d'aller aux toilettes. Il expliqua en souriant que l'ancien roi du poison Dang Young lui avait demandé de l'emmener quelque part pendant environ 1 heure. Soyi fut complètement stupéfaite par cette révélation inattendue. Elle commença à spéculer, se demandant si Dang Jung avait demandé une faveur à Namgung Gui. Réalisant que son arrière-grand-père savait qu'elle avait mal aux pieds et lui avait délibérément donné l'occasion de se reposer, Soyi apprécia secrètement sa gentillesse. Namgung Gui lui demanda si elle connaissait un endroit où il pourrait passer le temps. Après un moment de réflexion, Soyi eut une idée et lui demanda s'il était déjà allé à Ogawon. Namgung lui montra de la curiosité face à ce nom inconnu. Soyi présenta fièrement Ogawo, un magnifique jardin avec des pavillons et un étang. Elle expliqua que c'était l'arrière-cour réservée aux invités de marque, et Namgung lui ne put que s'exclamer de surprise. Il leva les yeux vers les pétales de cerisier tombant dans le vent, complètement enchanté par le paysage. Namgung lui récita un poème sur les fleurs de cerisier flottant sur l'eau, ce qui fit secrètement admirer Soyi sa connaissance. Ensuite, il se tourna et invita Soyi à s'asseoir à côté de lui sur la balustrade. Namgung lui insista, et Soyi accepta joyeusement. Soyi s'assit hésitamment à côté de Namgung lui, pensant que ce serait acceptable puisqu'il n'y avait personne autour. Elle fut soudainement émerveillée par le paysage devant ses yeux. Alors qu'ils étaient tous deux assis à contempler le paysage, Soyi réalisa que le printemps était arrivé sans qu'elle s'en rende compte. Namgung lui profitait aussi silencieusement de la douce brise printanière. Soyi sourit avec satisfaction, se sentant si détendue qu'elle aurait pu s'endormir. Soudain, son pied glissa de la balustrade. La chaussure de Soyi s'envola et tomba dans l'eau avec un plouf. Elle était confuse, ne sachant pas comment récupérer sa chaussure. Immédiatement, Namgung lui s'élança, à la grande surprise de Soyi. Soyi paniqua en le voyant sauter dans l'eau sans la moindre hésitation, tandis qu'il lui disait simplement de rester immobile. Namgung lui refit rapidement surface et dit qu'il avait récupéré la chaussure. Soyi s'inquiéta en le voyant trempé de la tête aux pieds. Il s'agenouilla devant Soyi, confuse, et lui dit de rester immobile.
Namgung lui utilisa doucement le pan de sa robe pour essuyer son pied nu et dit qu'une jeune demoiselle ne devrait pas avoir les pieds nus. Trop gênée, Soye voulut rapidement le faire elle-même et demanda sa chaussure. Namgung lui sourit pour la rassurer, lui disant d'attendre un instant car il avait presque fini. Il remit soigneusement la chaussure séchée à son pied. Soye lui rappela qu'il ne devrait pas être aussi gentil avec n'importe qui, mais Namgung lui répondit innocemment que son père aidait toujours sa mère à mettre ses chaussures. Ces paroles firent imaginer à Soye que le patriarche Namgung était un mari plus dévoué qu'il n'y paraissait. Namgung lui dit timidement à Soye qu'elle n'était pas une personne ordinaire. Il promit qu'à son retour au manoir, il lui enverrait officiellement quelque chose. Soye, confuse, lui demanda à nouveau, mais Namgung lui répondit simplement que c'était un secret. Elle le pressa alors d'aller changer ses vêtements trempés, mais il estima que ce n'était pas grave. Soye insista en disant que la maison d'hôte était proche et qu'il ferait mieux de se changer. Namgung lui craignait que s'il était vu, il perdrait toute sa dignité car les gens penseraient qu'il jouait dans l'eau. Elle lui rappela qu'il faisait encore froid, mais il répondit avec confiance qu'un artiste martial ne s'effondrerait pas simplement parce qu'il était mouillé. Finalement, il céda et accepta d'aller se changer, ce qui fit sourire Soye de satisfaction. Namgung lui attrapa soudainement sa manche. Il sourit radieusement et lui demanda si elle l'accompagnerait à la maison d'hôte. Soye accepta joyeusement de l'accompagner. Elle se dit que c'était une chance que le pavillon des invités soit actuellement vide. Ainsi, personne ne verrait son état trempé. Soye fut stupéfaite en voyant Namgung lui se changer à une vitesse fulgurante et se demanda si son père était au courant de cela. Une fois changé, Namgung lui proposa qu'ils retournent ensemble à la salle de banquet. Ils se promenèrent ensemble sous les arbres verdoyants. Namgung lui demanda soudainement à Soye quels étaient ses projets pour le lendemain. Elle répondit avec indifférence que ses tâches quotidiennes l'attendaient probablement. Il montra son mécontentement, mais Soye affirma qu'elle devait aussi travailler le lendemain. Namgung lui parut déçu et accepta. Soye pensa en elle-même que même s'il semblait triste, elle ne pouvait pas quitter son travail de sa propre initiative. À ce moment-là, une autre servante s'approcha et demanda la permission de parler à Namgung lui. Elle expliqua que la salle de banquet manquait de personnel et demanda si elle pouvait emmener Soye avec elle. Namgung lui refusa immédiatement, affirmant que Soye irait avec lui. Soye sourit pour le rassurer, lui disant d'y aller en premier et qu'elle le rejoindrait plus tard. Il accepta à contre-cœur mais lui dit de revenir vite, et Soye promit de le revoir bientôt. Après le départ de Namgung lui, les deux servantes restèrent à regarder. L'autre servante appela Soye d'un ton sec, ce qui l'agaça secrètement. Soye les suivit et demanda où elles allaient, mais ne reçut qu'une réponse brusque. Elle reconnut ce visage familier comme appartenant au groupe Shenyang et commença à soupçonner qu'elle allait de nouveau être harcelée. Soye s'arrêta, exigeant de connaître leur destination. Soudain, un seau d'eau sale surgit de nulle part, éclaboussant directement Soye. Le seau en bois vide roula sur le sol. La coupable apparut, c'était la chef du groupe Shenyang et ses complices, qui ricana que même un chat doux finirait par grimper sur la cuisinière. Complètement trempée et salie, Soye fut stupéfaite par cette remarque pleine de sous-entendus. La chef du groupe Shenyang s'avança, demandant si c'était le plan de Soye, l'accusant d'avoir séduit l'héritier de la famille Nangongjia. Dans son imagination, Soye utilisait une ruse de beauté pour forcer Namgung lui à se changer à cause d'elle. Soye répondit avec colère, qualifiant ses propos d'absurdité et critiquant l'autre en disant qu'elle ressemblait à des restes de nourriture pour chiens, ce qui laissa tout le groupe stupéfait. Soye sourit froidement, déclarant qu'elle n'avait pas encore fini de parler. Elle demanda avec colère qui avait appris à ces gens ce sale tour d'éclabousser de l'eau sale et demanda s'ils étaient fous. La chef des servantes cria de jalousie, affirmant que Soye était comme une sangsue et hontée qui avait volé l'opportunité d'Assa et d'assister au banquet. Soye répondit calmement que si c'était le cas, elle n'avait qu'à le dire à Assa, et qu'il n'était pas nécessaire d'utiliser ce sale tour. Elle ricana que ces gens n'étaient que des esclaves se disputant les faveurs, ce qui fit répliquer furieusement la chef qu'elle était payée décemment. Folle de rage, la chef leva la main pour gifler Soye et lui donner une leçon. Cependant, Soye attrapa rapidement le poignet de son adversaire et lui demanda d'un regard glacial comment elle osait la toucher. Avec un crac, le poignet de l'agresseuse se brisa, la faisant s'effondrer en hurlant de douleur tandis que ses complices étaient terrifiés. Soye regarda sa main, se demandant pourquoi il s'était brisé si facilement. La chef se releva, traitant Soye d'orpheline ingrate qui osait toucher quelqu'un de la famille Tang Jia, mais Soye lui demanda calmement qui elle était. Interrogée, elle bégaya en expliquant que sa mère était également issue de la famille Tang Jia. Soye révéla froidement que l'adversaire ne portait même pas le nom de famille Tang et n'était qu'une impostrice et une fraudeuse. À court d'arguments, la chef ne put que trembler de rage et répéta l'insulte que Soye n'était qu'une orpheline. Une aura meurtrière émana de la chef. Dans sa fureur, elle sortit un couteau et se précipita vers Soye, jurant de ne pas pardonner. Les deux autres servantes crièrent de panique, appelant la chef par son nom, Simyang, et tentant de l'arrêter. Soye resta immobile, demandant avec défi ce qui se passerait si elle ne cédait pas. Simyang menaça de défigurer Soye, mais Soye l'invita calmement à le faire. Face au calme effrayant de Soye, la main de Simyang tenant le couteau commença à trembler.
La lame tranchante effleura la joue de Soye, laissant une petite trace de sang. Malgré la blessure, Soye esquissa un sourire narquois, défiant son agresseuse de voir si elle pourrait en supporter les conséquences. Simiang réalisa en tremblant qu'elle venait d'attaquer un membre de la famille Tangjia. Dans sa fureur, Simiang se précipita pour poignarder Soye, mais elle pensa calmement à la lenteur de son adversaire. Soudain, une main ferme saisit à temps le poignet de Simiang tenant le couteau. Le couteau tomba au sol avec un cliquetis. Un homme en robe verte apparut, faisant crier Simiang de terreur, l'appelant septième ancien. L'homme, Tang Jung, réprimanda sévèrement Simiang pour avoir déshonoré la famille Tangjia. D'un regard glacial, il la prévint qu'elle avait dépassé ses limites. Tang Jung ordonna au groupe de servantes tremblantes de retourner à leurs tâches, déclarant qu'il rapporterait l'incident au majordome en chef. Simiang ne put que s'incliner en obéissant avec ressentiment. Soyi observa silencieusement ces gens s'enfuir. Tang Jung se tourna vers elle et l'appela, ce qui fit sursauter Soyi et la fit répondre. Il lui tendit une serviette propre pour nettoyer sa blessure. Ensuite, il l'a averti de ne plus causer de problème, car l'ancien Dang Jung avait déjà trop de soucis. Soyi a forcé un sourire, le suppliant de garder cette affaire secrète. Tang Jung a catégoriquement refusé, ce qui a fait soupirer Soyi en son fort intérieur qu'elle était fichue. Ensuite, dans sa chambre privée, Soyi a regardé avec inquiétude sa nouvelle tenue. Elle a essayé la robe couleur crème, la trouvant un peu trop courte et embarrassante. Une nouvelle servante a complimenté la tenue que Soyi portait et le fait qu'elle ait été lavée et propre. Soyi a remercié la servante nommée Kyonga, qui a répondu avec embarras que c'était seulement parce que Soyi semblait vraiment avoir besoin d'aide. Soyi l'a taquiné, rappelant leur première rencontre où Kyonga l'avait traité comme un fantôme, et Kyonga a bégayé en expliquant que c'était parce qu'elle avait été effrayée. Soyi a plaisanté puis a sincèrement admis que sans Kyonga, elle serait toujours dans un sale état car tout le monde l'avait évité. Kyonga s'est plainte avec colère de la méchanceté du groupe de servantes Shenyang, et Soyi était entièrement d'accord. Soyi a soudainement remarqué que la paume de Kyonga était éraflée et a demandé avec sollicitude. Elle a proposé d'apporter une bonne pommade dans la chambre pour l'appliquer sur Kyonga, et sa nouvelle amie a accepté avec gêne. Leur conversation a été interrompue par un appel de l'extérieur, et Soyi a reconnu que c'était Songji. Songji est entré, commentant l'apparence propre de Soyi avant d'annoncer que l'ancien Dang Jung la cherchait. Soyi a sursauté, devinant en son fort intérieur que le septième ancien avait rapporté ses méfaits à son grand-père. Elle s'est excusée à la hâte auprès de Kyonga, promettant de lui rendre visite plus tard, tandis que Kyonga l'a averti avec inquiétude d'être prudent. La scène s'est déplacée vers un autre bâtiment du domaine au crépuscule. Soyi se tenait devant la porte de la chambre de Dang Jung, tremblant en demandant la permission d'entrer et priant en son fort intérieur de ne pas être trop réprimandée. Une voix froide de l'intérieur lui a permis d'entrer, et elle a timidement franchi le seuil. Dang Jung l'a immédiatement réprimandé pour ne pas avoir pu rester tranquille ne serait-ce qu'une heure, et Soyi a marmonné des excuses. Il a poursuivi sa leçon, disant que c'était une chance que Gunmeong soit passé par là et lui ait rappelé qu'il lui avait dit d'être prudente. Soudain, le bruit d'un objet en porcelaine se brisant a retenti. Soyi a réalisé avec horreur que Dang Jung venait d'écraser son dernier objet précieux en porcelaine dans un accès de colère. Immédiatement après, Dang Jung a soudainement tendu la main, saisissant le menton et le visage de Soyi dans un silence effrayant.